Eh ben, on est parti. Alors, donc, c'est une conférence de vulgarisation technologique. Donc, on va parler tech, mais on va essayer d'en parler avec beaucoup de schémas. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être le plus possible au centre de la salle, parce que les schémas vont être assez importants pour faciliter la compréhension. On va dire, très difficile d'expliquer des choses très technologiques en passant par les algorithmes. Donc, en passant par des schémas, on comprend les mécanismes, et c'est ça qui compte. Il y aura des approximations. S'il y a des gens qui sont tech ici, n'hésitez pas après à m'en parler, mais c'est aussi à des fins de vulgarisation, c'est normal. L'objectif est vraiment de comprendre les mécanismes, encore une fois. Mais j'essaye de ne pas faire des simplifications qui amènent des faussetés. C'est tout l'enjeu justement de la vulgarisation, d'être entre ces deux niveaux. Alors, ça, vous savez qu'en ce moment, il y a un outil un peu révolutionnaire qui est apparu, qui fait beaucoup parler de lui, ChatGPT. Donc, évidemment, il fait partie de la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle qui a débuté ces dernières années, en gros. C'est la face émergée de l'iceberg, c'est celle dont on entend tous parler parce que les médias en font des tonnes et parce que ils ont été très bons en com, mais c'est que la face émergée de l'iceberg. Et derrière ça, il faut comprendre un petit peu que le gros mouvement qu'il y a en ce moment, c'est la convergence de deux piliers fondamentaux dans l'intelligence artificielle qui sont arrivés à maturité. C'est pas des piliers qui sont radicalement nouveaux, mais ils viennent d'arriver à maturité ensemble. Et vous allez voir que ce sera la fin de la conférence et leur combinaison qui prédit, on va dire, une révolution de l'ampleur de celle de l'arrivée d'Internet. En tout cas, c'est mon avis. On verra bien ce que l'avenir nous prédit, enfin nous dira. C'est difficile de le prédire, mais je pense qu'on est à l'aune d'une vraie convergence assez historique. Donc, on va commencer par quelques basiques, parce que pour regarder le présent et l'avenir, c'est bien juste de savoir d'où on vient. Donc très rapidement, je vous propose qu'on fasse une petite review historique en 5 minutes pour savoir voilà d'où vient le sujet de l'IA. Sachant que parmi vous, il y en a peut-être qui connaissent déjà très bien, d'autres qui connaissent pas du tout, donc ça mettra tout le monde au même niveau. Alors, est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Oui. Ouais. Alan Turing. Donc Alan Turing, un peu le père fondateur de l'intelligence artificielle, c'est lui qui pose la question est-ce qu'une machine peut penser dans un article en 1950 qu'on trouve sur Internet qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence. Et c'est assez dingue de lire cet article parce que dans cet article, il y a déjà énormément des enjeux actuels qui sont prédits. Il avait vraiment une compréhension, une vision de ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle très puissante. C'était un gars assez génial. Il meurt en 1954. Le mot intelligence artificielle est créé en 1956. Donc, c'est pas lui qui crée le terme. Lui, il pose juste la question. Donc, c'est créé en 1956 à Dartmouth, des grandes conférences de ce qu'on appelle la cybernétique à l'époque. C'est créé le terme de façon assez, pour les journalistes, c'est fait exprès que le mot soit un peu fantasmagorique. Et aujourd'hui, ça pose plein de problèmes parce que dès qu'il y a le mot intelligence, on a beaucoup de peurs liées au remplacement de l'humain, etc. Mais c'était un peu la volonté initiale de créer un terme qui fasse parler de lui. Donc, l'idée de cette discipline, qui est une discipline de l'informatique, c'est d'essayer, dans le silicium, de simuler des fonctions qui sont pas exactement celles de l'être humain, mais qui peuvent être équivalentes aux fonctions cognitives de l'être humain. Supérieures parfois, inférieures parfois, mais qui ont des équivalences. Et même des fonctions qui ne sont pas humaines, pourquoi pas? L'intelligence ne se résume pas à l'humain. Donc, création de la discipline en 56, et puis au début, ça va être un peu mitigé. Il va y avoir une espèce d'enthousiasme énorme, puis un gros hiver de l'IA où plus personne ne va en parler. C'est des phénomènes de hype et de désillusion où ça fait pas tout ce qu'on croyait que ça allait faire. Et puis dans les années 80, il y a les systèmes experts qui arrivent à maturité, qui sont de l'intelligence artificielle, mais vraiment à l'ancienne. C'est très mécanique. C'est pas ce qu'on appelle IA aujourd'hui. Dans les années 2000, il y a la convergence, on va dire, de la puissance de calcul. On fait des microprocesseurs beaucoup plus puissants et d'énormément de données qui sont produites par la révolution du numérique dans le grand public. Et donc, il y a un nouveau type d'algorithme qu'on appelle le machine learning, qui existait déjà depuis 1957, mais qui va arriver à maturité et faire sa révolution parce que c'est des algorithmes qui sont fondés sur la puissance de calcul et des données. Cette révolution, c'est dans le titre, machine learning, c'est des algorithmes, des machines qui sont capables d'apprendre. Donc, au sein de l'IA, il y a un domaine, un sous-domaine qui s'appelle le machine learning, qui consiste à rendre les machines capables d'apprendre. 99% de l'IA moderne, c'est du machine learning. Le machine learning va évoluer et en 2012, on va commencer à avoir encore une nouvelle révolution qui découle du machine learning, c'est celle du deep learning.
Donc, le deep learning, c'est des algorithmes qui sont capables d'apprendre. On parle de deep learning parce que c'est des réseaux de neurones. Donc, on va voir rapidement ce que c'est, mais c'est pas tant l'enjeu. C'est une architecture qui ressemble un peu aux réseaux de neurones qu'on a dans le cerveau. C'est vraiment, c'est la simulation du fonctionnement approximatif d'un neurone humain. C'est pas exactement pareil, mais ça ressemble. Et on dit deep learning parce qu'il y a des couches de neurones qui sont très cachées, très profondes dans le réseau. Le naming n'est pas très important. Donc, quand vous entendez le mot deep learning, c'est là aussi une sous-discipline du machine learning, qui est une sous-discipline de l'intelligence artificielle, qui est une sous-discipline de l'informatique. Donc déjà, comme ça, on comprend un peu les mots principaux qu'on entend souvent dans les médias. Et c'est vrai que 98,5% des révolutions modernes, c'est lié au deep learning. Et enfin, ce dont on va parler, ce qui fait la révolution d'aujourd'hui, donc nous, on va parler un peu de deep learning, et puis on parlera de ça dans la deuxième partie de la conf, c'est notamment en 2017 l'arrivée d'un papier de recherche qui fonde un type d'algorithme qu'on appelle les transformers, on en reparlera, et on a une nouvelle ère qui commence, qui est l'ère des IA génératives. Donc là où on avait l'ère du deep learning, on est maintenant dans l'ère des IA génératives, et on va voir que cette révolution-là, elle est fondée sur deux grands piliers. Alors, on va commencer par comprendre un peu le deep learning, parce qu'il faut avoir compris ça pour comprendre à la fois le premier pilier de la révolution actuelle, que sont les gros modèles de langue. Donc, par exemple, GPT, qui est derrière ChatGPT, c'est un grand modèle de langue, c'est une utilisation du deep learning pour traiter le langage naturel, donc le langage humain, et pas le langage informatique où c'est du code que seuls les développeurs comprennent. Donc ça, c'est le premier pilier. Et il faut aussi comprendre le deep learning pour comprendre la question de la générativité de données, qui sont un espèce de renversement de paradigme du deep learning par rapport à ce qu'on faisait avant. Et c'est vraiment la convergence des grands modèles de langue et de l'approche générative qui font la révolution actuelle. Donc, commençons par le deep learning. Jusque-là, normalement, j'ai perdu personne. C'est là que les schémas vont commencer. Alors, un algorithme d'intelligence artificielle, de deep learning, c'est une boîte. Jusque-là, ça va. C'est une boîte dans laquelle on met des entrées et qui nous donne des sorties. Mathématiquement, ça s'appelle une fonction. Vous connaissez tous la fonction carré. On lui donne un nombre, ça nous renvoie le carré. C'est une boîte qui fait passer un nombre x à son nombre x carré. On lui passe 3, ça nous donne 9. Le deep learning, c'est des boîtes qui font des choses comme ça. Sauf que c'est des choses beaucoup plus compliquées. Mais c'est des fonctions mathématiques et normalement, quand on voit ça comme une boîte, déjà, ça simplifie pas mal les choses. Alors, au lieu d'avoir un chiffre en entrée et un autre chiffre en sortie, on va avoir des données qu'on va mettre en entrée de notre boîte et ça va nous donner des catégories. Typiquement, on va lui donner des images, plein d'images de chats, de chiens, de cornichons et de bateaux. Et ce qu'on veut, c'est que quand on lui passe une nouvelle image de chien, de chat, disons de chien, ici, l'algorithme nous renvoie le mot chien. Ils nous disent que c'est un chien. Donc on passe de la donnée, une image, et on s'attend à ce que notre fonction, elle soit capable de catégoriser cette image et de nous dire c'est un chien, c'est un chat, etc. Ça, c'est l'objectif d'un algorithme de deep learning. Dans la boîte, il faut imaginer qu'il y a plein de petits boutons qu'on peut tourner dans tous les sens. Et en fait, la boîte s'appelle un modèle en intelligence artificielle. Voilà, vous avez les mots. L'objectif du machine learning, ça va être de tourner ces petits boutons pour que, quand on passe des nouvelles images, je prends le mot image comme exemple de type de données, mais ça peut être n'importe quel type de données, des cours de la bourse, de la langue justement, ça peut être, je sais pas, des pétales, enfin la taille des pétales de certains types d'iris, et on veut catégoriser grâce à ça les types d'iris. Ça peut être tout type de données. Presque tout peut être mis en données. Donc je prends image parce que c'est visuel, c'est compréhensible. Donc l'objectif du machine learning, ça va être que l'algorithme tout seul trouve comment tourner les petits boutons pour avoir une fonction mathématique qui soit efficace pour faire ce qu'on lui demande. Alors, ces petits boutons, donc c'est ça qu'on va appeler l'apprentissage, c'est le fait de tourner ces boutons-là. On pourrait le faire à la main s'il y avait 15 boutons. On se dirait, ok, chaque bouton correspond à un type de caractéristique de notre iris, si on veut prendre des iris, donc la longueur des pétales, la longueur de la tige, la couleur, etc. On tourne chaque bouton pour qu'il soit capable de savoir ce que chaque donnée représente, et puis on peut faire un modèle à la main. Ce qu'on veut avec le machine learning, c'est qu'il apprenne à faire ça tout seul, pour qu'il soit ensuite capable de prédire la catégorie.
Bon, ça, c'est pour que vous voyez ce qu'il y a dans la boîte. En fait, de boutons, c'est une représentation mathématique d'un réseau de neurones, mais c'est juste pour les yeux. Si vous voyez ça sur Internet, c'est les boutons qu'on tourne dans la boîte. Et voilà comment ça marche pour qu'on comprenne précisément. Donc, la première chose qu'on va faire pour notre algorithme, c'est l'entraîner. Donc, il y a une grande étape dans le deep learning qui est l'entraînement de notre algorithme. Au début, tous les boutons, on va les tourner complètement aléatoirement. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Donc, on peut passer... Pardon. On peut passer une image à notre algorithme, il ne sait pas ce que c'est, donc il va nous répondre complètement au pif parce que les boutons, ils auront été mis complètement aléatoirement. Notre algorithme n'a pas encore été entraîné, donc on lui passe un chaton et il nous dit que c'est un cornichon. Il y a une chance sur 4 qui nous disent que c'est un chaton s'il y avait 4 catégories, et 3 chances sur 4 qui se trompent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à chaque fois qu'on va lui passer un exemple, on va aussi lui donner la bonne réponse. Si vous voulez, c'est comme un enfant qui apprend avec un livre d'images quand il est gamin. Bon, on lui montre un rhinocéros, on lui dit rhinocéros. On lui montre une girafe, on lui dit girafe. Et en lui montrant 2-3 fois comme ça, alors pour un enfant c'est 2-3 fois parce que ça apprend très vite un enfant, ce genre d'algorithme c'est quelques millions de fois, mais l'idée est la même. On lui montre à chaque fois ce que c'est et il va être capable comme ça d'apprendre. Comme il va prédire une catégorie au pif et qu'on lui donne la bonne réponse, on va pouvoir regarder la différence entre ce qu'il a prédit et ce qui est effectif, et ça, c'est l'erreur. S'il a dit que c'était un chaton et que c'était un cornichon, il y a une erreur, et mathématiquement, on est capable de calculer cette erreur. Ça, faites-moi confiance. Et ensuite, on va utiliser cette erreur pour utiliser une technique, alors qui a un super beau nom, ça c'est la rétropropagation du gradient de l'erreur. Vous n'avez pas besoin de la retenir. C'est une technique mathématique qui est en fait assez simple à comprendre, mais ça dépasse quand même le cadre un peu de cette conférence, où on prend l'erreur et on fait tourner tous les petits boutons un tout petit peu pour qu'ils soient un peu plus proches de ce qu'ils auraient dû être pour donner la bonne réponse. Cette technique mathématique, elle fait ça. Elle tourne les boutons un tout petit peu, chacun dans un sens différent, qui est le bon sens pour aller vers une meilleure efficacité du modèle, pour qu'il soit un peu plus proche de ce qu'il aurait dû être pour prédire la bonne catégorie. Et donc ça, on va le faire des millions de fois, et à chaque fois, on va tourner un tout petit peu les boutons, dans un sens à chaque fois un peu différent. Et normalement, si tout se passe bien, quand on aura fait ça 1 million de fois et qu'on aura montré à notre algorithme 1 million d'images en lui disant à chaque fois ce qu'il y a dessus, il sera capable, avec une nouvelle image où on ne lui donne pas la bonne réponse, de nous donner le bon résultat. Donc normalement, on va dire qu'il aura convergé, tous les boutons seront tournés pile comme il faut pour que le modèle soit entraîné et qu'il soit capable de réaliser la fonction qui transforme une image en une catégorie qui est la bonne catégorie qu'on attend. Par exemple, chaton. Alors là, vous avez compris normalement ce qu'était l'entraînement des algorithmes et on voit les choses du point de vue du modèle. Il est très important pour comprendre l'intelligence artificielle de regarder les choses du point de vue de la donnée et pas du modèle. Du point de vue du modèle, c'est un peu des boîtes noires et vous avez juste à me faire confiance quand je vous dis que ça tourne les boutons et que ça permet de transformer une fonction mathématique. Quand on regarde du point de vue des données, on gagne une bien meilleure intuition de ce qui se passe parce qu'on peut visualiser dans un espèce d'espace, et vous allez voir, on va pas mal parler d'espace ensemble, ce qui est en train de se passer. Alors, pour des images, je vous ai dit qu'à peu près toute donnée pouvait être, que tout contenu pouvait être transformé en données. Des données, c'est simplement des nombres. Hein. Un ordinateur, il ne travaille que sur des nombres. Il fait des opérations, des soustractions, des additions, des exponentielles, des divisions, ce que vous voulez, mais il travaille que sur des nombres. Donc, il faut qu'on puisse transformer n'importe quelle donnée en nombre. Je vais vous donner un exemple très simple avec des images de 2 pixels qui peuvent avoir juste 2 couleurs pour réduire le problème à sa plus simple expression. Si on veut transformer l'ensemble des possibles avec ces 2 pixels de 2 couleurs possibles, on peut les positionner. Donc, on va dire que cet axe-là, c'est l'axe pour le deuxième, la couleur du deuxième carré. Plus on va vers la droite, plus il est violet. Et cet axe-là, c'est pour le premier carré. Plus on monte, plus il est violet. Donc, quelque chose qui a 2 pixels jaunes, il sera tout en bas. Quelque chose qui a un pixel complètement violet et un jaune, il sera ici. Tac, tac. On peut du coup associer des nombres. Donc ça va être 0, 0. C'est tout en bas à gauche. Là, on va pouvoir dire que c'est 0, 1. Là, que c'est 1, 0. Alors, j'aurais dû inverser les deux nombres. Là, c'est plutôt 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Mais vous avez compris. On peut traduire de l'information visuelle en nombres. C'est ce qu'on fait avec les pixels habituellement. Hein. Un pixel, c'est 3 couleurs, RVB, et il y a 3 nombres qui les expriment. C'est juste que là, ça permet de les positionner dans un espace
où plus les choses se ressemblent, plus elles sont proches. Ça, c'est plus proche de ça que ça de ça. Donc, l'objectif dans la transformation des données en nombres, c'est de les mettre dans un espace qui donne sens à ces données, qui les positionne les unes par rapport aux autres en fonction de leur ressemblance. Le grand enjeu d'un algorithme d'intelligence artificielle, c'est de comprendre ce type d'espace-là. Alors, je vais vous donner le même exemple d'apprentissage, mais du point de vue de la donnée. Au début, disons qu'on veut des images de chatons et de cornichons et on veut un algorithme qui soit capable de les séparer, de prédire à chaque fois si c'est un chaton ou un cornichon. On va vouloir positionner nos images dans un espace. Alors, en réalité, c'est pas un espace à 2 dimensions. Lui, il a 2 dimensions, il y a 2 axes. En réalité, c'est des espaces mathématiques qui ont plein de dimensions. Ça se traite de la même façon, mais la compréhension marche très bien avec juste 2 dimensions. Humainement, on a du mal à se représenter ce que c'est 800 dimensions. Donc, on fait avec 2 dimensions et ça va très bien. Donc, on lui donne une première image qu'on positionne donc dans cet espace et on dit à l'algorithme qu'est-ce que c'est. Donc, au début, il sait pas, il nous dit peut-être un cornichon. Et puis, on lui donne la bonne réponse. C'était un chat, tu t'es trompé. Ok, très bien. On lui donne une deuxième donnée, il nous fait, je sais pas, chat encore. Et là, on lui dit, non, c'était un cornichon. Déjà, il y a un petit peu de compréhension qui se dessine. Il se dit, le modèle, que ce qui est plutôt en bas, il y a des chances que ce soit du chat, et ce qui est en haut, plutôt du cornichon. Du coup, si on met une troisième donnée, il va essayer de séparer l'espace pour savoir un peu où est-ce qu'il y a des chances que cette troisième donnée soit positionnée. Enfin, qu'est-ce que cette troisième donnée représente. On lui donne cette troisième donnée, il peut se dire, bon, elle est peut-être plutôt en haut, c'est plutôt un cornichon, elle est peut-être plutôt en bas, c'est plutôt un chat, je sais pas encore trop. Mais si on lui dit ce que c'est, il commence à se dire, là, alors quand je dis il commence à se dire, etc., le modèle ne se dit pas des choses, c'est purement des techniques mathématiques, mais ça fonctionne de cette façon-là. On a positionné 2 fois des cornichons, l'algorithme commence à pouvoir dessiner un trait qui sépare un peu les données. On lui donne une nouvelle donnée en lui disant que c'est un chat. Ah merde, mon trait allait pas. Bon, je vais réajuster mon trait. Et en fait, à chaque petite modification des boutons de notre modèle, ce qui se passe, c'est que dans l'ensemble des données qu'on lui a montrées, l'algorithme essaye de tracer un trait qui délimite des parties de l'espace. On dit qui caractérise l'espace, qui modélise l'espace des données. Et il va essayer de savoir dans quelle région il y a des chats et dans quelle région il y a des cornichons. Si tout va bien, une fois entraîné, notre modèle ressemble à ça. On lui a montré plein d'exemples de chats, plein d'exemples de cornichons, et il est capable de nous faire une belle séparation des données. Et donc d'avoir un espace qui correspond à la catégorie cornichon et un espace qui correspond à la catégorie chat. Ça, c'est l'entraînement. Une fois que notre modèle est entraîné, on lui donne un nouveau cas, il le positionne dans l'espace, et là, visuellement, on comprend tout de suite ce qui se passe. Oui, il est positionné dans l'espace des chats, même si je ne sais pas ce que c'est, il y a une probabilité très forte que ça soit un chat, et donc le modèle va nous donner la catégorie chat. Ok ? Si la nouvelle donnée qu'on lui filait, il la positionnait là, il se dirait que c'est plutôt un cornichon et il nous donnerait cornichon. Donc, ce que fait un modèle de deep learning, c'est vraiment on lui donne des données et il va caractériser l'espace dans lequel ces données se comportent pour comprendre où sont les gros blocs qui représentent ces données et ce qui va nous permettre de prédire ce que sont des nouvelles données. On va positionner des nouvelles données dans le même espace et il va regarder dans quelle poche ça tombe et être capable de nous prédire ce qu'il y a dessus. Ok ? Donc là, je vous ai donné le cas avec des images. C'est la branche de la vision artificielle qui est la révolution de 2012 notamment. Depuis 2012-2013, on sait très bien faire ça. On peut le faire en streaming même. C'est ce que, par exemple, ont besoin de faire des voitures autonomes, même si aujourd'hui, ça pose encore des soucis au niveau des voitures autonomes. Mais c'est aussi ce que vont faire, je sais pas, des algorithmes comme les algorithmes de Facebook qui vont reconnaître des visages, qui va faire le Face ID qui est capable de déverrouiller votre téléphone, etc. Donc, des usages comme ça, ils font ça. Dans l'espace de tous les visages possibles, l'algorithme va apprendre à caractériser en regardant des photos de vous la petite partie de cet espace qui correspond à votre gueule. Et ensuite, quand vous allez prendre votre téléphone et le mettre devant vous, il va prendre une photo, il va positionner ça dans le même espace. Si ça tombe dans la petite partie qui correspond à votre gueule, c'est bien vous, pouf, il déverrouille le téléphone. Si ça tombe ailleurs, c'est pas vous, on déverrouille pas le téléphone. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à avoir une caractérisation tellement précise qu'il va différencier deux jumeaux. Pas toujours parfaitement, mais de mieux en mieux. Donc, les portions de l'espace qui correspondent à deux jumeaux sont très proches. Ils se ressemblent beaucoup dans l'espace de tous les visages possibles, mais l'algorithme est capable de les séparer et
quand il y a une nouvelle photo qui est prise pour déverrouiller un téléphone, de savoir si c'est vous ou votre jumeau. Et donc de déverrouiller le téléphone que quand c'est vous. Et donc, de nouveau, l'algorithme, vu du point de vue des données, est capable de prédire correctement. Ok, donc là, on a à peu près normalement compris ce qu'était le deep learning sans du tout rentrer dans la partie algorithme. On l'a vu du point de vue du modèle, on lui passe de la donnée, à chaque fois on lui montre ce qu'est le bon résultat, il calcule l'erreur qu'il a fait et il utilise cette erreur pour modifier ses petits boutons. Du point de vue de la donnée, la modification des boutons, ça correspond, dans l'espace de toutes les données qu'on lui a passées, à trouver la façon de séparer les différents types de données et de créer une espèce de poche, on va appeler une catégorie, pour que quand on lui passe une nouvelle donnée, il la positionne et il nous donne quelle catégorie c'est. Okay, ça, c'est les fondamentaux vraiment de toute l'intelligence artificielle moderne. Avec ça, vous pouvez briller dimanche soir à la table. Vous avez voilà, vraiment le socle de tout ce qu'on fait aujourd'hui en IA et qui est en train de changer le monde. C'est assez con, hein. Et là, on se rend compte d'ailleurs que le mot intelligence est à utiliser avec parcimonie. Dans le cerveau, il se passe des choses proches de ça. Hein. Quand on reconnaît des visages, on fait à peu près ça. On est capable de voir dans notre cortex visuel, il y a des couches de neurones qui font à peu près le même travail. Et quand on apprend à reconnaître des gens, quand on rencontre quelqu'un de nouveau et qu'on l'a vu 2-3 fois, on a construit une nouvelle catégorie dans un espèce d'espace abstrait qui nous permet, quand on revoit cette personne, directement de la reconnaître. Donc, c'est pas très éloigné de ce que fait l'être humain, mais c'est lié à certains petits fonctionnements de l'intelligence humaine. C'est pas de l'intelligence complète. Mais on a réussi à mathématiser certains petits fonctionnements de l'intelligence, ceux qui permettent de classer des données, et c'est quand même quelque chose de très important, de classer et de prédire ce que sont les données. Ok, jusque-là, ça va? Ok. Visuellement, normalement, ça aide beaucoup. C'est assez difficile d'en parler sans les termes techniques. Donc là, je l'ai fait sans aucun terme technique quasiment, à part le mot modèle. Et on va devoir mettre quelques petits mots techniques, vous allez voir, et c'est important que vous les connaissiez quand même parce que ils font partie de notre monde. Aujourd'hui, on sait tous ce qu'est un serveur. Bon, ben, c'était un mot technique au début de l'ère d'Internet et personne ne comprenait rien s'il n'était pas technicien. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Il y a des chances que dans les prochaines années, beaucoup de monde sache que c'est un embedding. Donc, on va en parler. Alors, maintenant qu'on a compris le deep learning, cette révolution du deep learning, elle permet de faire émerger deux gros piliers qui forment la révolution actuelle. La révolution du deep learning 2012, la révolution actuelle, celle de l'IA générative en général. Le premier pilier, c'est celui des Large Language Models. Vous verrez souvent l'acronyme LLM, ou les grands modèles de langue. Encore une fois, GPT, GPT, on va le dire en anglais, c'est mieux, est le modèle de langue qui est derrière ChatGPT. ChatGPT, c'est un produit qui a été raffiné, transformé, modifié pour être capable d'interagir avec des utilisateurs de façon très efficace, mais le grand modèle de langue qu'il y a derrière, c'est GPT, qui veut dire Generative Pre-trained Transformers. Et on est à la version 3.5, bientôt 4, normalement, celle qui devrait être intégrée dans Bing sera la version 4. Vous avez chez Google, vous avez Lambda, vous avez BERT, en français vous avez Camembert, qui sont voilà tous les grands modèles de langue un peu qu'on a dans le scope. Vous en avez des beaucoup plus petits, mais du coup on va parler de language model et ils sont beaucoup moins puissants, ils vont pouvoir servir pour des usages très différents. Pour arriver à avoir les capacités langagières d'un ChatGPT, il fallait qu'on ait les révolutions dont on va parler. Alors, le problème de la langue, pour les images, quand je vous dis il faut transformer de l'image en data, bon, on le comprend assez bien parce que l'image, on a l'habitude que ça soit numérique et que numériquement, ça soit déjà voilà, des pixels qui sont représentés par des nombres. Donc, pour passer de l'image à des nombres, c'est pas trop compliqué. Quand on parle de la langue naturelle, c'est beaucoup plus difficile de savoir comment la traduire en nombres. Et si on veut que les algorithmes soient capables de la traiter, il faut la traduire en nombres. Donc, une des premières possibilités, c'est de faire ça. On prend tous les mots du dictionnaire, disons 50 000 mots, comme ça on est tranquille, et à chacun de ces mots, on associe un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, on code chaque mot par un nombre. Ça, c'est la version complètement brutale, et je vous la donne en 1000, ça sert pas à grand-chose. Donc, c'est pas la bonne solution. On a dit qu'on voulait que nos données, elles soient positionnées dans un espace où les choses proches, où les choses qui se ressemblent soient proches. Donc, on voudrait arriver à avoir un espace dans lequel le mot chat et le mot chien soient un peu plus proches que le mot chat et le mot cornichon. Tout comme des images de chat et de chien vont sûrement être plus proches dans l'espace de toutes les images qu'une image de chat et une image de cornichon.
Et c'est assez difficile. Donc pour les images, on sait le faire avec le deep learning tel qu'on l'a montré. On sait caractériser l'espace pour que les images proches, les images qui se ressemblent soient proches. Pour les mots, c'est un peu un autre travail. Donc comment on va faire? Ben, on retrouve exactement la même logique. Imaginons qu'on a un espace qui correspond seulement à 2 caractéristiques du sens de notre mot, la taille de ce que le mot exprime et sa domestication. Bon, on va pas mettre un cornichon là-dedans, ça va être compliqué. Mais imaginons qu'on a ça pour les animaux. Ben, si le mot chat est là, donc il est très domestiqué, là aussi je me suis gouré, il aurait fallu, disons que c'est la non-domestication, donc le chat est très domestiqué et il est plutôt petit. Le chien, il est un peu plus gros, il a le même niveau de domestication, donc il va être là. Pouf, le loup, il est un peu moins domestiqué, mais assez gros. Et le lynx, c'est à peu près au chat ce que le loup est au chien. Donc, on va pouvoir essayer de positionner les mots par rapport aux caractéristiques de ce que ces mots-là expriment. Donc là, on n'a que 2 dimensions, la taille et la domestication, donc on va pas pouvoir placer beaucoup de mots. À la limite, je vais arriver à peut-être placer rhinocéros, etc. Mais ce type d'approche, tout comme pour les images, va nous permettre d'associer des nombres à nos mots. Et donc, de donner à chacun de nos mots une formulation mathématique en nombres. Alors là, on n'a que 2 dimensions, mais pour exprimer les 50 000 mots du vocabulaire, dire à minima 50 000 mots pour avoir un vocabulaire très large, on va avoir besoin de beaucoup plus de dimensions. Souvent, on va utiliser environ 300 dimensions. Donc 300 caractéristiques de sens, 300 caractéristiques sémantiques qui vont permettre de décrire tous les mots. Donc, un mot, mathématiquement, ça va être exprimé par une suite de 300 nombres qui représentent sur toutes ces caractéristiques son positionnement. Alors ça, c'est très difficile à conceptualiser. On dit qu'on plonge un mot dans un espace mathématique. C'est très difficile à conceptualiser parce que je peux absolument pas vous dire exactement à quoi correspondent ces nombres. Là aussi, on va utiliser un réseau de neurones qui va apprendre à créer donc cette suite de nombres qu'on appelle l'embedding et qui est un mot très important. Donc, l'objectif de faire ça, d'utiliser un réseau de neurones, c'est de ne pas avoir nous-mêmes à identifier quelles sont les 300 caractéristiques qui permettent de positionner tous les mots les uns par rapport aux autres. C'est très, très, très difficile et s'il fallait faire ça pour 50 000 mots avec 300 caractéristiques, déjà pour les trouver, bonne chance, et ensuite pour positionner tous les mots les uns par rapport aux autres, c'est pas du tout un travail d'humain, c'est en effet un travail de machine. Donc, ça, on a su faire depuis déjà un bon petit nombre d'années. Hein. Je crois que les premiers algorithmes, ça doit remonter à 2011-2012. Donc, vous avez Word2Vec, Glove, des algorithmes comme ça, qui font ça, et en fait, qui prennent des mots et les positionnent dans un grand espace pour qu'ils soient, donc un espace à 300 dimensions, avec 300 caractéristiques, pour que les mots proches soient proches les uns des autres dans ce grand espace à 300 dimensions, et que les mots éloignés soient éloignés. Et si vous prenez le mot chat, ça c'est le vrai début et fin de l'embedding du mot chat avec le système Glove qui fait ça. Chaque système va utiliser des façons de faire différentes, donc il y aura des nombres différents, mais chaque système sera cohérent avec lui-même. En tout cas, ça c'est celui du mot chat. Si je prends celui du mot chien et que je fais une comparaison mathématique, les 2 ensembles de nombres vont être relativement proches. Par exemple, il va y avoir 60% de proximité. Et si je prends l'embedding du mot chat et l'embedding du mot avion, il va y avoir très peu de proximité. On va avoir, je sais pas, 8% de proximité. Et si je prends chat et rêve, on va avoir 0,2% de proximité. J'en sais rien. Donc, l'idée de l'embedding, c'est de transformer la langue en nombres pour être capable de calculer, mesurer la distance des mots les uns avec les autres. Donc ça, c'est vraiment un concept fondamental dans l'intelligence artificielle moderne, ce concept d'embedding. Et d'une certaine façon, c'est déjà ce qu'on faisait avec les images. Quand je vous avais montré les petits pixels et qu'on les transforme en 0 et 1, si on fait ça avec des images complètes, d'une certaine façon, c'est trouver l'embedding de l'image. Mais pour l'image, initialement, c'est un peu plus simple parce qu'on travaille avec des nombres plus directement. Là, on est obligé un peu de passer par des systèmes intelligents assez complexes. Alors, pour faire ça, les algorithmes de deep learning qui font ça, hein, c'est donc des boîtes, là aussi, qui apprennent. Mais pour le faire, en fait, on va leur passer plein de phrases. On va leur demander d'essayer de positionner les mots dans cet espace-là. Et à chaque fois, on va leur donner la phrase, on va leur filer des mots.
on va leur demander de les positionner dans l'espace de tous les mots, et après on va leur passer la phrase dans laquelle sont ces mots, on va leur demander de regarder les 5 mots avant, les 5 mots après, et de rapprocher le mot des mots qui sont dans la même phrase. Et en se disant que le sens des mots, c'est leur usage dans la langue, hein, c'est Ben Vénis, le grand linguiste, qui a dit ça. Donc, si on prend suffisamment de phrases et qu'on fait ça à chaque fois, on tourne les petits boutons en faisant en sorte que ça rapproche le mot des mots qui sont proches dans la phrase, les mots qui sont les plus proches vont progressivement être les plus proches dans l'espace que ça va construire. Et les mots éloignés vont être beaucoup plus éloignés. Ça, c'est plus ou moins la façon qu'on a, du point de vue du modèle, de construire cet espace qui est un espace de la signification, en fait. Un espace sémantique, une représentation de la sémantique humaine, de comment les mots sont positionnés les uns par rapport aux autres. Nous-mêmes, hein, dans notre tête, on a une sorte comme ça d'espace des mots. Et en effet, si je vous dis chat, il y a plus de chances que vous pensiez croquette que sapin ou parapluie. C'est assez logique. Le nombre de dimensions, c'est un humain qui a décidé du nombre de dimensions. Non. Non, on est capable de démontrer mathématiquement le nombre de dimensions minimales par rapport au nombre de mots. Si on ajoute des mots, il faudra de plus en plus de dimensions, mais ça augmente de façon logarithmique. Donc, plus on augmente le nombre de mots, plus on augmente le nombre de dimensions, mais doucement. Si on augmente de 1000 mots, on va augmenter de 10 le nombre de dimensions, pour faire très simple, même si c'est pas exactement ça. Mais on est capable de connaître, on a la formule mathématique, si tu veux, qui nous permet de dire, pour tant de mots, il faut tant de dimensions. Ça, c'est démontré, démontrable. Ça n'a pas du tout été la difficulté technique. Alors, les mots, c'est bien, mais la langue, c'est pas que poser des mots les uns à côté des autres. Et ça, encore une fois, on sait faire depuis 2012-2013, les algos fonctionnent très bien. Le grand enjeu, c'est d'arriver à créer un espace de la signification qui soit beaucoup plus large que les mots, qui soit un espace de toutes les phrases possibles, de tous les sens possibles. Ça, c'est quasiment infini. On n'a pas 50 000 phrases et c'est fini. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, évidemment, il y a de la recherche depuis 2012-2013, mais où il y a eu une rupture récemment, qui est celle des transformers. Alors, l'idée pour faire ça, hein, ça va être de prendre notre phrase, de prendre chaque mot de la phrase et de calculer son embedding avec un des modèles qu'on a entraîné à l'avance, par exemple Glove ou Word2Vec. Donc, on va prendre les embeddings de chaque mot et on va, en gros, faire un algorithme qui les combine tous pour faire un plus gros embedding qui est un embedding de phrase. On parle des fois même d'embedding de pensée, de vecteur de pensée. Vous voyez, on a des mots qui commencent à être proches de la pensée humaine. Donc, mais je préfère dire un embedding de phrase pour rester assez non interprétatif. J'en vois qui rit. Alors, le mot mathématique, hein, quand on est dev, c'est le vecteur d'état interne du réseau, mais c'est un chercheur qui a proposé la catégorisation avec vecteur de pensée. Donc, on a un embedding de mots, on a des embeddings de mots qu'on va combiner, pour faire très simple, pour faire un embedding de phrase. Cet embedding de phrase, pour que ça soit suffisamment riche, pour qu'il y ait toute l'information de la phrase, on va devoir avoir non pas 300, mais 1000 dimensions, ou 1200 dimensions, etc., selon l'ampleur du sens qu'on veut traiter. Donc, on va créer ce qu'on appelle des encodeurs. Donc là, c'est pareil, c'est des algorithmes de deep learning, mais ils ont leur nom spécifique, qui permettent de prendre différents embeddings de mots et en entrée, et de nous donner un embedding de phrase, de nous prédire quel est l'embedding de phrase qui correspond en sortie. Et ça va nous permettre comme ça de construire un espace énorme de toutes les significations possibles. Et bien sûr, de l'autre côté, il nous faut un décodeur pour qu'ensuite, quand on prend quelque chose dans ce gros espace, on soit capable de le retransformer en une phrase compréhensible par un être humain. Donc, cette structure que vous voyez là, c'est vraiment le fondement de la révolution des modèles de langue. C'est ce qu'on appelle une structure d'encodeur-décodeur. Et quand vous prenez un GPT, un GPT, c'est ça. Le Large Language Model, c'est cette structure d'encodeur-décodeur qu'on va entraîner. Et donc, pour l'entraîner à être capable de créer des embeddings de phrases et de transformer des embeddings de phrases en phrases humaines, donc d'être capable de passer d'une langue à une représentation mathématique du sens et d'une représentation mathématique du sens de nouveau à une langue, ce qui par exemple permet de faire de la traduction, tout simplement, qui est un des usages les plus utilisés du traitement du langage naturel. On a besoin de ces structures d'encodeur-décodeur et GPT est un de ces modèles-là.
Et donc, on les entraîne, pardon, ce que j'étais en train de dire, on les entraîne en, non pas en leur donnant un mot, en leur montrant les mots qui sont proches dans une phrase pour qu'ils les positionnent. Là, on va l'entraîner à prédire le prochain mot d'une phrase. On va donner à notre algorithme l'embedding d'une phrase coupée et on va lui dire, produis-moi l'embedding de la phrase avec un mot de plus. Et après, on va lui donner le bon embedding et petit à petit, comme ça, il va apprendre à prédire le mot suivant. Et c'est comme ça qu'il va construire non pas du sens des mots, mais du sens des phrases. C'est assez génial parce que juste avec la prédiction du mot suivant, on arrive avec énormément de données à reconstruire tout le sens d'une langue. C'est absolument incroyable. Je vous ai parlé des transformers. Non, dans l'autre sens, merci. Ils sont là. Voilà, ça c'est pour que vous ayez vu un schéma plus técos. Donc on retrouve nos encodeurs-décodeurs hein, qui sont toujours là, pas de souci. Et donc un transformer, c'est cet ensemble d'encodeurs-décodeurs qui crée des embeddings de phrases, qui transforment de la langue en mathématiques de sens et qui, enfin, mathématiques de sens, le mot n'existe pas, mais vous avez compris l'idée, qui le plonge dans un espace mathématique qui en représente le sens et qui est capable de faire aussi l'inverse. Avant 2017, ça c'est 2017 la création de ces algorithmes-là. Avant 2017, on savait déjà faire, mais on utilisait un autre type d'algorithme qui s'appelle les réseaux récurrents et qui avait une grosse limite. En fait, on le faisait en prenant les mots les uns après les autres dans la phrase et en demandant de prédire à chaque fois le mot suivant. Et le problème avec ça, c'est que si on avait une phrase très longue, par exemple, je sais pas, faudrait une phrase très longue avec un élément déterminant au début. Si je dis quand j'étais au Japon, où je suis allé pour le travail, je suis jamais allé au Japon, où je suis allé pour le travail et aussi pour voir de la famille et surtout la famille d'un ami que je n'avais jamais pu rencontrer et dont il m'avait parlé depuis longtemps et que j'avais vraiment envie de rencontrer, virgule, j'ai appris à parler le. Bon, vous savez que le mot qui vient, c'est japonais. C'est évident, mais le contexte lié à ça est au tout début de la phrase. Avec les algorithmes qu'on avait avant, on était capable de prédire de créer des modèles de langue qui étaient efficaces pour construire des phrases où le sens des mots était le sens de mots proches, mais dès qu'il y avait des mots qui étaient éloignés dans une phrase, l'algorithme n'était pas capable de faire le lien. Il utilisait beaucoup plus les derniers mots de la phrase pour construire le mot suivant que les premiers mots de la phrase. Là aussi, le joli mot, c'est l'évanescence du gradient, pour exprimer ce problème-là. Ce problème, il a été traité par les transformers qui, au lieu de prendre les mots les uns après les autres, prend la phrase d'un coup et traite toute la phrase d'un coup en ayant des mécanismes qu'on appelle des mécanismes d'attention qui sont capables de trouver dans la phrase ce qui est le plus important pour prédire le mot suivant et de plus utiliser les mots importants pour prédire le mot suivant. Donc, typiquement, ces algorithmes, ils auraient su que ce qu'il y avait d'important pour prédire le mot japonais, c'était le fait que les premiers mots, ça soit quand j'étais au Japon. Que c'était les mots importants. Donc, c'est la grosse révolution, c'est 2017, dans un papier de recherche qui s'appelle Attention is all you need, qui a fait date. Tout le monde s'est emparé du sujet et les grands modèles de langue qu'on connaît actuellement comme GPT peuvent exister et paraissent aussi incroyables quand on parle avec eux, alors malgré tous les défauts qu'ils ont, hein, mais ils paraissent quand même vraiment manipuler la langue avec une habileté qui n'était pas du tout celle de nos modèles de langue d'avant, grâce à cette technologie des transformers qui contextualise beaucoup mieux le sens des mots dans une phrase et qui est capable de produire du langage ou de comprendre, avec des grosses guillemets, hein, de représenter du langage en prenant en compte vraiment le sens des mots et le sens des mots les uns à côté des autres. Donc, maintenant qu'on a vu la partie modèle, comme d'habitude, la partie data, ben, d'une certaine façon, c'est pareil, sauf que bon, notre espace, encore une fois, il a plusieurs milliers de dimensions, enfin, plusieurs centaines ou quelques milliers de dimensions, et là-dedans, les phrases qui ont un sens plutôt proche vont avoir un embedding qui va être positionné de façon plutôt proche, les phrases qui ont un sens très différent vont être positionnées assez différemment. Alors, en réalité, ça serait une toute petite portion de l'espace où ce qui concerne les chats se trouve, mais on voit que ici on aurait des phrases plutôt négatives, ici plutôt positives, même si on a un sens qui est un peu ambigu. Le chat est perfide, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Si on regardait juste le chat est perfide, on penserait que c'est négatif, mais si on prend l'ensemble, on voit que c'est positif. Donc c'est un peu ambigu, mais le modèle est capable de savoir que c'est en fait positif et que ces éléments-là sont plutôt négatifs. Le chat a réduit l'humain en esclavage, le chat est perfide, c'est plutôt négatif. Donc c'est la même logique, on va apprendre à positionner, à caractériser un espace, et ça, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir faire plein d'usages.
Alors, le premier usage qu'on voit régulièrement, c'est par exemple être capable de savoir si un avis sur Google ou sur TripAdvisor est positif ou négatif. Donc, c'est pareil, on va prendre la phrase que la personne a mis, on va la plonger dans notre espace, ça va nous positionner un point quelque part, et si on a bien fait notre boulot avant en entraînant l'algorithme à caractériser l'espace entre ce qui est positif et ce qui est négatif, bah, on aura toujours la même logique. Là, on a les phrases qui sont positives, là, on a les phrases qui sont négatives, ça, on l'aura entraîné en lui montrant des exemples, et quand on a un nouveau cas, il est capable de nous dire si c'est négatif ou si c'est positif. Donc, toujours exactement la même logique pour faire de la caractérisation de sentiments ou d'avis sur Internet. Si on veut faire de la traduction, bah, notre encodeur, on va faire en sorte qu'il prenne en entrée des embeddings de phrases en français. Il nous fait un embedding de phrases qui plonge dans l'espace mathématique du sens, qui est en fait un espace mathématique complètement indépendant des langues. Il se fout de quelle est la langue. Donc, on a une représentation mathématique qui est agnostique en termes de langue, c'est simplement le sens. Et ensuite, on va prendre un décodeur qui a été entraîné à partir de l'anglais pour transformer l'embedding de sens en une phrase en anglais. Et donc, on fait de la traduction, en fait, une fois qu'on a fait cette brique une fois, on peut ici mettre des décodeurs liés à n'importe quelle langue et on peut apprendre à faire de la traduction automatique de n'importe quelle langue avec le même espace de sens, on va dire, qui est là. Donc, ça aussi, ça a révolutionné la traduction automatique. Et quand moi j'étais à l'école, j'avais pas ça. Quand je voulais tricher en anglais, c'était très compliqué qu'on s'en rende pas compte. Et maintenant qu'il y a ça, en effet, les profs de langue ont un peu de galère avec les devoirs à la maison, parce que ça produit de la langue et ça comprend. Là encore, le mot comprendre est à mettre entre grosses guillemets. Ça ne comprend rien, c'est des statistiques. Mais c'est plus facile de parler en ces termes, en termes de ce que l'algorithme nous renvoie. Et donc, l'algorithme est capable de traduire de façon extrêmement fluide, il est capable d'avoir un espace de sens vraiment très pertinent et d'amener, donc de comprendre notre phrase en français au bon endroit dans l'espace de sens et depuis ça, d'en décoder une phrase en anglais qui soit vraiment la bonne par rapport à ce sens. Ça passe par cette représentation intermédiaire du sens. Donc voilà, ça c'est pour les grands modèles de langue, voilà un peu comment ça fonctionne. On a cette logique d'embedding qui est très importante pour plonger les mots dans un espace mathématique, pour plonger les mots combinés, donc les phrases, dans un espace global du sens, et pour décoder des nouvelles phrases à partir de cet espace global du sens quand on en a besoin. Oui. Moi, j'ai remarqué que ChatGPT fait certes des phrases, mais il fait aussi des phrases qui ont beaucoup de sens et qui sont très intelligentes. Et là, j'ai l'impression que tu as expliqué comment il faisait pour faire des phrases. Et comment ça se fait que c'est aussi pertinent? Alors, en fait, non, mais c'est une très bonne question. Ce qui est absolument dingue, c'est que quand on entraîne notre encodeur-décodeur, notre grand modèle de langue, si on lui passe suffisamment de texte, ça va vouloir dire des téraoctets de texte, enfin des gigaoctets de texte, donc ça suffit, mais énormément de texte. Si tu veux une grosse partie de Wikipédia, une grosse partie de plein d'articles, etc. On lui passe énormément de texte pour s'entraîner. À la fin, par exemple, GPT, il a 175 milliards de petits boutons qui sont tournés dans les bons sens, donc ça fait beaucoup de petits boutons, mais ça caractérise tellement bien l'espace de sens que, en fait, émergent d'une certaine façon des capacités d'analogie ou des capacités de raisonnement. On parle de chain of thought, bon, c'est du langage technique, mais des chaînes de pensée, des chaînes de raisonnement qui, d'une certaine façon, émergent de l'ampleur de la donnée qu'on lui fournit. Donc, on n'a pas besoin de lui mettre des règles de raisonnement abouties au modèle pour que déjà émerge naturellement, parce que nous, dans la langue, en fait, quand on parle, tout ça est implicite. Nos raisonnements existent de façon implicite. Donc, quand le modèle apprend à générer de la langue plausible, il ne fait que des stats qui génèrent de la langue plausible. En générant de la langue plausible à partir d'énormément de langage humain, il reproduit un certain nombre des fonctions de raisonnement humain. Donc, il a l'air intelligent. Il est juste statistique. Mais les stats à très haut niveau simulent, elles ne fonctionnent pas comme notre intelligence humaine. Là, par contre, ça fonctionne pas comme notre intelligence humaine. On n'a pas un encodeur-décodeur dans la tête tel quel. On a des mécanismes d'attention, mais c'est pas exactement la même chose. Ça ne fonctionne pas comme l'intelligence humaine. On n'a pas 175 milliards de paramètres pour représenter la langue. Mais si on lui donne suffisamment de données et qu'il est suffisamment gros, le modèle est capable de faire émerger et de simuler certaines des fonctions de notre cognition. En fait,
à travers le langage, on les donne for free à l'algorithme à travers le fait qu'on parle. Heureusement, si on parlait sans qu'on parle avec notre intelligence, on ne donnerait que des suites de mots complètement bordéliques dans tous les sens, on ne pourrait pas communiquer. Communication est fondée sur nos fonctions d'intelligence. Donc voilà, ça répond à ta question? C'est beaucoup de l'émergence statistique, mais un des grands enjeux aujourd'hui, c'est ce qu'a sorti Amazon très récemment, par exemple. Ils ont sorti un algorithme assez fort là-dessus. C'est d'ajouter des mécanismes explicites de chaînes de raisonnement qui permettent parce que comme c'est statistique, ces grands modèles de langue, ils peuvent faire émerger des chaînes de raisonnement, mais on n'est jamais trop sûr qu'elles soient bonnes. Et de temps en temps, du coup, ces modèles, comme c'est statistique, vont produire du langage plausible et vont donc halluciner des vérités. Et c'est un des gros problèmes avec les modèles actuels, qui sont pas encore parfaitement matures, c'est normal, c'est qu'ils hallucinent plein de vérités. C'est pas parce que l'algorithme essaye de nous tromper, c'est juste parce que statistiquement, c'est ce qui était le plus probable, et ça correspond pas exactement à ce qu'on lui a demandé. Et donc, de temps en temps, de façon complètement sûre, l'algorithme va nous présenter une énormité, ou ne va pas être capable de faire une addition basique. Donc, c'est d'ajouter des mécanismes un peu plus explicites, de les interfacer avec l'approche statistique, ce qui est très, très, très compliqué, pour que l'algorithme soit plus capable d'avoir des chaînes de raisonnement justes. De rajouter une surcouche à ce qui émerge, on va dire, une surcouche plus explicite. Ça, c'est le grand enjeu, hein, c'est un des grands enjeux actuellement, et c'est très, très difficile. Et c'est ce qui permettra d'avoir des modèles de langue vraiment bons pour l'industrialisation et qui dépasseront toutes les limites que actuellement les médias se font un plaisir de mettre en avant vis-à-vis de ChatGPT. Ouais, c'est complètement le début, c'est un manque de maturité, pas de potentiel. Alors, on a à peu près compris cette première grosse révolution qui a été rendue possible grâce aux transformers, c'est d'avoir des modèles de langue vraiment efficaces, capables de comprendre le sens des mots et avec énormément de comprendre entre guillemets, je le répéterai jamais assez, et qui sont capables de caractériser une langue de façon très précise, de caractériser l'espace de sens des langues de façon très précise, avec énormément de données et énormément de paramètres. Donc, d'où le fait qu'il soit large. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est donc celui de la génération de données. Et là, c'est le petit coup de magie. Vous vous rappelez de ce schéma, c'est celui du deep learning. Une fois qu'on a caractérisé des espaces, on fournit une nouvelle donnée et le modèle nous donne dans quelle catégorie il tombe. Il prédit. Ça, c'est ce qu'on faisait jusqu'à 2020 avec du deep learning. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. C'est en fait un retournement de paradigme. Et c'est beaucoup plus difficile techniquement que de retourner deux flèches. Mais on comprend l'idée en retournant deux flèches. Au lieu de lui donner un nouveau cas et de lui demander de prédire la catégorie, on lui donne une catégorie et on lui dit « Va dans l'espace que tu as caractérisé, prends un nouveau point dans cet espace, sors-le-moi ». Et il y a de grandes chances que ce nouveau point ressemble énormément aux données qu'on lui a fournies. Mais ce n'est pas une interpolation, ce n'est pas une espèce de moyenne. C'est un nouveau point dans l'espace de cette catégorie. Donc si ça, c'est des chats et ça, c'est des cornichons, je crois que c'était l'inverse peut-être tout à l'heure, bon, passons. Si ça, c'est la catégorie chat et ça, la catégorie cornichon, on lui dit « Donne-moi un chat, une image de chat ». Il va aller regarder dans la petite partie de l'espace dans lequel il y a toutes les images de chat. Il va prendre un nouveau point, il va nous sortir ça et normalement, on aura une image qui ressemble à un chat. Donc ça, c'est absolument génial parce que ça permet de générer de la donnée de toutes pièces. On commence à avoir des usages, par exemple en santé, qui sont expérimentaux pour l'instant. On a besoin de données qui sont très sensibles et très difficiles à obtenir. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend 10 000 données qui sont réelles, qui viennent, par exemple, 10 000 génomes, 10 000 données de génétique humaine qu'on arrive à avoir, mais on en a besoin de 2 millions pour entraîner un algorithme. Et bien, on va demander à un autre algorithme de caractériser l'espace de ces 10 000 génomes et de nous en produire 990 000. Et comme ça, on va avoir 1 million de génomes et on va utiliser ces 1 million pour entraîner un autre algorithme à faire de la prédiction, par exemple, de maladies, etc. Donc, on commence à générer n'importe quel type de données. Ce qui a plein d'enjeux sociétaux très compliqués quand on parle d'images, de vidéos, etc. Plein d'enjeux industriels assez incroyables quand on parle de 3D, de génome, tout ça. Et qui a voilà, qui est un retournement de paradigme très fondamental. Et c'est ça qu'on appelle de l'IA générative. C'est l'IA qui est capable d'aller piocher dans l'espace qu'elle a caractérisé pour faire sortir une nouvelle donnée. Oui, Ahmed. Ah oui. Alors,
les modèles tels qu'on les a aujourd'hui ne sont pas capables d'étendre ce qu'ils ont caractérisé. On va aller de plus en plus vers des modèles qui en sont capables. Alors, soit qui en sont capables en continuant à manger de la donnée pour affiner leur espace, soit qui vont, et là on va parler robotique, etc., interagir avec le monde physique, mais pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant, donc, on prend un algo, on lui fait manger 100 millions d'images, et avec 100 millions d'images, même pas avec 100 millions, mais disons 100 millions, il n'y a pas beaucoup enfin, l'espace qu'il a caractérisé est déjà très vaste. Et il y a déjà beaucoup on va dire de repliements dans cet espace qui vont permettre de sélectionner le bon point quand on va lui demander quelque chose de précis sur l'image. Alors, donc, ChatGPT, c'est la combinaison des grands modèles de langue et de l'IA générative, d'une certaine façon. On va lui apprendre à, quand on lui donne un prompt, donc une question, à piocher dans l'espace la réponse la plus probable. Bon, il va piocher un embedding et il va produire les mots les uns après les autres, etc. Mais c'est la combinaison déjà de ces techniques. Et surtout, donc je le montrais avec les images, ça vous donne une représentation, je reviens une seconde sur ce point, les slides auraient dû être avant. J'ai fini de préparer mes slides 15 minutes avant la conf, donc désolé, il y a des petits ajustements à faire. Vous me pardonnerez ça. Encore une fois, donc, si on a notre espace de toutes les images possibles, donc disons des images de 200 pixels par 200 pixels, ça fait 200 pixels fois 200 pixels fois 3 couleurs possibles, donc ça nous fait 200 fois 200 fois 3 nombres, ça fait 12 000, non, 200 fois 200 fois 3 nombres, oui c'est ça, 12 000, 200 fois 200, 4 000. Non, 40 000, oui. Donc, je me disais, c'est pas beaucoup. Il manque un zéro, ok. Donc, 120 000, ça fait 120 000 images possibles en 200 pixels par 200 pixels, sachant que 200 par 200, c'est vraiment une image de mauvaise qualité. Hein, on n'est pas sur ce type d'image-là. Mais ça fait un espace de toutes les images de 200 pixels par 200 pixels par 3 pixels possibles, qui fait, donc, on a dit 120 000 images. Sur ces 120 000 images, la plupart, si on les regarde, ça sera un espèce de bordel de pixels un peu aléatoires qui n'aura pas beaucoup de sens. Il y aura une toute petite région de cet espace où les images ressembleront à des chats. Il y aura une toute petite région où les images ressembleront à des cornichons. Et donc, si je demande à mon algorithme de me générer une image de cornichon, s'il va prendre une image qui est assez proche des autres images de cornichon, il y a des chances qu'elle ressemble à un cornichon. Là aussi, pour faire assez simple. Après, on utilise des techniques comme les diffuseurs qui permettent de faire ça très efficacement, de faire de la synthèse d'images de façon très efficace. Pour chaque type de données, on va avoir des algorithmes un peu différents, mais l'approche est la même, celle d'aller chercher un nouveau point dans un espace caractérisé. Alors, là, ça va être le deuxième coup de magie absolument génial, et c'est là que les deux révolutions convergent. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on peut transformer une image en un embedding. Alors, une image, en effet, c'est déjà un grand ensemble de plein de nombres qui représentent les couleurs des pixels. Mais on peut transformer cet énorme ensemble de nombres en un ensemble de nombres beaucoup plus restreint, par exemple, disons, en 300 nombres, pour faire un embedding de l'image qui en est une espèce de compression, une espèce de représentation intermédiaire qui, si on a bien entraîné notre réseau pour faire notre embedding, va positionner toutes les images les unes par rapport aux autres en respectant la proximité de sens de ce qu'il y a dessus. Même principe toujours. Donc, on est capable de faire, avec des images, un peu le même traitement qu'on faisait avec du langage. On est capable de les plonger dans un espace mathématique où les images sont positionnées les unes par rapport aux autres. Ce qui est génial, c'est qu'on peut faire en sorte que les espaces du langage et les espaces des images, ça soit le même espace mathématique. Et donc, qu'on fasse des embeddings qui soient communs et qui créent un pont entre la langue et l'image, entre le sens des mots et le sens de ce qu'il y a sur les images. On peut créer des embeddings d'images et de phrases qui se positionnent dans le même espace mathématique de sens. C'est ce que fait par exemple l'algorithme CLIP, qui a été vraiment la grande révolution de l'IA générative. Ça veut dire Contrasting Language Image Processing, comme ça. Donc vous avez déjà la logique Language Image. On tire un pont entre ces deux modalités grâce, là aussi, à l'espace mathématique. On pouvait tout à l'heure tirer un pont entre deux langues en ayant du français et de l'anglais qui, en fait, au niveau de l'espace mathématique, sont la même chose. Ben, on peut faire pareil avec des images et de la langue. C'est là toute la puissance des maths, c'est que c'est un langage unificateur. Quand on transforme en nombre quelque chose et qu'on le fait de la même façon
par plein d'aspects différents, on arrive à avoir des correspondances qui se créent entre différentes modalités. Et c'est vrai que si je vous dis chat, vous pensez à un chat. Dans votre cerveau aussi, les modalités sensorielles, les modalités de compréhension du sens, l'image et le texte, le mot, le concept étant les deux principales, hein, ça se fait naturellement dans un cerveau humain. Donc ça, c'est absolument incroyable parce que ça va permettre à nos algorithmes à ce qu'on leur parle en langage naturel et à ce qui nous génère n'importe quoi. Oui, François? Là, c'est assez rationnel, on parle de langage, comment ça peut déterminer si c'est la vérité ou pas? Alors, ça va déterminer statistiquement ce que les données humaines ont associé à la vérité. Ce qui est complètement dangereux. D'ailleurs, il y a un article de Gaspard Koenig qui est sorti, qui a fait un peu de bruit récemment, en disant que c'était une régression intellectuelle parce que ces algorithmes-là sont incapables de citer leurs sources quand ils te produisent une vérité. Donc, ça veut dire qu'évidemment, dès qu'on a un algorithme, notamment comme ChatGPT, qui produit de la langue, il faut vérifier ce qu'il dit parce que c'est statistiquement vrai, ce qui veut absolument pas dire que c'est vrai. Déjà, la notion de vérité, pour qu'elle soit unique et unifiée, c'est très compliqué. C'est une question de philosophie analytique très difficile. Il y a une interprétation des faits et c'est cette interprétation qu'on peut associer à une valeur de vérité. Enfin bon, c'est complexe. Des algorithmes comme ça sont pas du tout à associer à une notion de vérité. En tout cas aujourd'hui. Est-ce que demain on arrivera à intégrer mieux des chaînes de raisonnement qui permettent d'avoir une certaine forme, si on commence avec les bonnes entrées de vérité en sortie, j'en sais rien, mais pour l'instant, il ne faut surtout pas associer ces algorithmes à la notion de vérité. Et c'est un vrai enjeu d'ambiguïté dans le monde dans lequel on va être, où les données seront de plus en plus facilement générées. Il est prévu qu'en 2025, c'est demain 15% des données numériques soient générées. C'est énorme, soient générées par des algorithmes. Donc, quand on parle d'image, une image est vraie, pas vraie, c'est pas vraiment pertinent. Quand on parle du langage, en effet, il y a une logique conceptuelle qui veut que on soit sensible à la vérité. Il ne faut pas oublier qu'entre êtres humains, on dit très souvent des choses complètement fausses avec beaucoup d'aplomb. Donc, c'est pas très différent, mais c'est juste que là, on s'attend, comme c'est un outil qui est censé nous fournir de l'information, on va avoir tendance à lui faire confiance, et donc on va avoir tendance à prendre pour vrai ce qu'il nous dit. Et la problématique, elle est là, c'est d'avoir vraiment de l'esprit critique et du recul sur ces outils pour les utiliser correctement, mais pour ça, il faut les comprendre. Donc non, il n'y a pas de vérité on peut associer à ces algorithmes. Même si on les a entraînés sur des corpus qui sont a priori des bons corpus, par exemple Wikipédia qui a une assez haute valeur de vérité, et donc on s'attend à ce qu'il y ait une assez haute valeur de vérité statistique qui émerge, mais qui n'est jamais absolue. J'étais avec le codir d'une grosse entreprise hier, et on faisait des scénarios de prospective, notamment sur l'impact de l'IA sur leur industrie. Et c'était assez marrant parce que je leur ai dit, il faut identifier des signaux faibles, des événements qui annoncent un peu l'avenir, et un des meilleurs outils pour faire ça aujourd'hui, c'est ChatGPT. Et ils étaient complètement hallucinés. En effet, si on demande des signaux faibles à ChatGPT, il va nous fournir, il va trouver dans l'immense flot de ce qu'il a appris, juste en générant de façon statistique, il va nous générer des faits sur des choses qui se sont vraiment passées avant 2021, donc, puisqu'il a été entraîné jusqu'à 2021. Il va vraiment nous proposer des choses, statistiquement, ça sera vrai. Mais une fois de temps en temps, tu auras tel rachat de start-up, tu auras tel brevet qui a été déposé, etc. Et sur les 10 que tu vas avoir qui vont être proposés par ChatGPT, il faut tous les vérifier parce que tu vas en avoir un qui est complètement faux parce que il va générer du langage plausible et il y a de grandes chances statistiquement que ce langage plausible soit associé à des faits vrais puisqu'il a appris sur des faits vrais, mais de temps en temps, il peut aussi avoir fait une combinaison statistique qui n'a aucun sens et de générer un truc parmi 10 signaux faibles réels qui se sont vraiment passés, t'en as un qui s'est jamais passé. Donc c'est assez bizarre comme utilisation parce que tu es là, tu regardes le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Au quatrième que tu as vérifié, tu dis non mais ça va, c'est bon. Et puis en fait, c'est peut-être le 9e qui est complètement bullshit. Donc il faut faire vraiment très attention. Ce qui n'empêche pas de les utiliser à bon escient. Ça serait une vraie galère d'aller plonger dans tous les brevets qui ont été posés, etc. pour trouver des signaux faibles intéressants. Donc là, c'est un bon usage. Alors, donc quand on fait converger tout ça, on a vraiment ce qui annonce la révolution sociétale qui est devant nous, c'est le text-to. Donc, on a la capacité à utiliser des grands modèles de langue qui comprennent, qui simulent la compréhension du langage naturel. Donc, on va être capable de plus en plus de parler à nos machines en langage naturel. On n'aura pas besoin de coder pour leur parler en langage naturel.
Et ces machines-là auront de plus en plus la capacité, à partir de ce langage naturel, à nous générer, à aller piocher dans des espaces mathématiques qu'ils auront caractérisés, à aller générer des données qu'on aimerait avoir. Donc, le plus connu actuellement est le text-to-image. Cette image, je l'ai générée en tapant James Bond with his gun. Donc, l'algorithme a très bien compris ce que je lui demandais et il m'a généré une image qui est complètement unique, nouvelle. Et statistiquement, ça ressemble à James Bond, mais c'est pas exactement Daniel Craig, si on regarde de près. Mais statistiquement, ça ressemble, tout le monde reconnaît. Donc, on voit qu'il va aller chercher un point très très proche de ce qu'on lui demande. Mais c'est pareil, si on regarde là, il y a un pouce, j'aimerais pas avoir un pouce comme ça, parce qu'il est vite, quand même. Donc, il y a ce genre de petits défauts. Alors, de plus en plus, ils vont être corrigés parce qu'on va être de plus en plus fin, mais on reconnaît la patte de l'IA à ça. Mais statistiquement, c'est ce qui va émerger de James Bond with his gun. Donc ça, c'est le text-to-image et ça prend 10 secondes de générer une image comme ça. Avec Midjourney en l'occurrence. ChatGPT, c'est du text-to-text. Donc on lui passe du texte et il nous génère du texte. On est en train de craquer le text-to-vidéo. On est déjà capable d'en faire, mais c'est un peu pourri pour l'instant. Mais bon, par exemple, OpenAI, la société derrière ChatGPT, a annoncé que normalement dans l'année, ils n'ont pas donné date, mais il y a des chances que dans l'année, ils sortent quelque chose d'assez abouti là-dessus. Ils avaient déjà sorti DALL-E, qui est le grand concurrent de Midjourney et du troisième qui est Stable Diffusion, donc qui est text-to-image. Donc ils vont sortir bientôt du text-to-vidéo, il y en a d'autres qui s'y sont mis. Donc là, ça pose des vrais enjeux parce que si l'algorithme a été entraîné avec des données qui correspondent par exemple à des personnalités, on pourrait avec ces algorithmes générer une vidéo porno de Barack Obama et qui serait crédible. Donc là aussi, la question des deepfakes va exploser. Et ce cas-là est relativement peu grave parce que tout le monde sait que ça sera une fausse vidéo. Mais on va aussi faire du text-to-voice, être capable de faire générer du texte, de la voix très facilement. Si l'algorithme a été entraîné, là, Microsoft, ils ont annoncé un truc, il y a quelques semaines ou un mois et demi, avec 3 secondes de la voix de quelqu'un, on fait parler l'algorithme avec la voix de cette personne de façon très convaincante et avec n'importe quel environnement sonore. Donc, si on demande à l'algorithme de nous générer une conversation de cette personne qui demande de l'argent à sa mère, et pouf, on l'envoie au téléphone, vous allez progressivement avoir des hackers qui vont vous appeler avec la voix terrorisée de votre enfant qui vous demande de l'argent pour lui sauver sa vie. Et là, l'ambiguïté, elle va commencer à être compliquée à gérer. Ou qui vous appelle avec la voix de votre patron pour vous demander de vous rendre à tel endroit, à tel moment, etc. Bref, l'ambiguïté de la donnée numérique va devenir absolument énorme. On est en train de légiférer au niveau mondial autour de ça. En Europe, on a une grosse légifération qui est en cours, qui s'appelle le AI Act. Aux États-Unis, il y a plusieurs gros procès de la tech autour de ces questions-là, etc. Donc, on est en train de légiférer, mais ça va être difficile de gérer ça. Et si vous avez des enfants, il faut commencer à leur en parler. C'est une nouvelle ère liée à Internet qui s'ouvre où la donnée pourra être générée très facilement parce qu'il suffira de parler en langage naturel à la machine et elle pourra générer un peu n'importe quoi. Le gros enjeu industriel actuellement, c'est le texte ou 3D. On demande à la machine, elle nous génère des modèles 3D de ce qu'on lui a demandé. Là aussi, on a des premiers algorithmes qui le font, comme Point E, etc., mais qui sont pour l'instant de très mauvaise qualité ou qui prennent très 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 longtemps. Et l'enjeu, c'est quand on arrivera à faire ça proprement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, c'est que des grosses maisons du jeu vidéo comme Ubisoft aient un gros problème. Parce qu'un Ubisoft, aujourd'hui, sa valeur, c'est d'avoir des armées d'artistes 3D et d'avoir des processus pour produire des environnements 3D très aboutis qui font qu'ils sont capables de sortir des jeux qu'on appelle AAA comme Far Cry, Assassin's Creed, où ça coûte 600 millions à produire, dont 300 millions pour créer les environnements 3D, tous les objets 3D, etc. On va vers des algorithmes où il suffira de demander à la machine de les produire, elle les produira pour nous relativement facilement. Et donc, on réduira sûrement par un facteur 1000 ou 10 000 le coût de production de ce genre d'environnement, ce qui le remettra à la portée de tous les petits studios. Donc, dans ce cadre-là, quelle va être la valeur du jeu vidéo demain? C'est pas forcément celle que Ubisoft vend aujourd'hui, c'est-à-dire une énorme qualité graphique et immersive. Ce sera peut-être beaucoup plus des gameplays très spécifiques, des principes d'interaction avec le joueur très poussés, etc. Donc, on va sûrement vivre une espèce de disruption du monde du jeu vidéo, une disruption aussi du cinéma et de l'animation 3D, etc., du fait du texte ou 3D. Bien sûr, dans le bâtiment, dans l'architecture, ça a aussi beaucoup d'enjeux. Dans la modélisation numérique en santé, ça a beaucoup d'enjeux, etc. Le text-to-music, Google qui a annoncé récemment Music LM, il y avait plein d'algorithmes déjà pour générer de la musique. La musique, c'est très mathématique, ça fait longtemps qu'on en génère, mais là, on va de plus en plus être capable, en disant en langage naturel à notre ordi, génère-moi une musique
qui fasse une bonne ambiance pour le début d'une salle de conf où il faut faire patienter un peu les gens, et pouf, ça va nous générer en live de la musique qui fonctionnera très bien, parce que on plongera la musique dans un espace de sens qui correspondra au langage et qui permettra de faire les liens entre ce qu'un humain entend par une description de la musique et ce qu'est réellement cette musique. Donc du texte tout, vous pouvez en avoir à l'infini, du texte tout génome, du texte tout ce que vous voulez. Ça va, enfin, les briques vont se construire de plus en plus. Alors, ce qu'on attend tous impatiemment, c'est des choses comme text to slide pour que ça nous produise les slides d'une conférence automatiquement. Ça commence à exister. Pour l'instant, c'est pas encore totalement abouti, mais bientôt ChatGPT et des outils comme DALL-E vont être intégrés dans la suite Office. Donc, ça sera complètement intégré à nos outils bureautiques du quotidien de pouvoir compléter un compte-rendu automatiquement, pouvoir générer de la slide automatiquement. Sur Excel, on commence à avoir du texte to formula. Donc, on demande en langage naturel à l'algorithme la formule qu'on a besoin d'avoir sur Excel et il nous la fournit, etc. Donc, de plus en plus, on va parler à nos ordinateurs en langage naturel et ils vont fournir ce qu'on leur demande. Donc, de plus en plus, il y a les large language models qui sont la brique vraiment langage, mais on va vers des modèles qui vont avoir un modèle de langage pour comprendre ce qu'on lui demande et la capacité à générer plein de types de contenus. En Chine, il y a par exemple l'algorithme Wu-DAO qui est capable de générer de l'image, de la vidéo, de la musique, du texte, etc., qui fait déjà beaucoup de choses. Et on parle de plus en plus de foundational models, des modèles fondamentaux, comme, je sais pas, le HTTP est un peu le protocole fondamental pour faire tourner Internet. Bon, on va avoir de plus en plus des modèles fondamentaux duquel vont découler plein d'usages différents. On les prendra, ces gros modèles, et on les raffinera. On parle de fine-tuning, de raffinage, en leur donnant quelques données pour qu'ils soient particulièrement bons à la tâche pour lesquelles on les veut. Mais ils feront déjà un peu tout et n'importe quoi. Ils sont capables de générer énormément de choses différentes. ChatGPT ni GPT n'est pas un foundational model, il traite que le langage, mais de plus en plus, là aussi, il va être interfacé avec, d'autres modèles vont être interfacés avec d'autres capacités génératives pour produire des foundational models. C'est la grosse tendance actuelle et économiquement, en ce moment, c'est à qui va avoir la plus grosse foundational model. D'ailleurs, si on demande à ChatGPT est-ce qu'il pourra bientôt générer des images, il nous dit que normalement, alors il pense qu'il en est déjà à moitié capable déjà, mais il nous dit plus ou moins qu'il va être capable bientôt de le faire. Bon, c'est une réponse pareille, pas du tout à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour le trait d'esprit. Donc ça va vraiment être des boîtes à outils très flexibles pour générer du contenu et interagir avec le monde numérique et des ordinateurs. Ça va en plus commoditiser l'IA, ça va la rendre accessible à tous parce qu'on n'aura plus besoin de beaucoup de données. On pourra prendre ces grands modèles qui seront mis à disposition sûrement par des géants du net ou certains open source. Heureusement, il y a aussi des initiatives open source, etc. Mais on pourra prendre ces grands langages, leur passer quelques données pour les raffiner à notre sauce et pour qu'ils correspondent à l'usage qu'on veut. Si par exemple, je veux générer que des poèmes qui soient dans le style des poèmes que j'écris déjà, je prends un modèle de langue qui est plutôt bon pour écrire des poèmes, je lui passe 30 de mes poèmes et je vais ensuite avoir un modèle qui est capable de me générer des nouveaux poèmes qui ressemblent aux miens. Parce qu'il aura une compréhension déjà généraliste des choses et pour réaliser une tâche spécifique, ça sera beaucoup plus simple de l'entraîner. Donc, bon, ça c'est pour le côté un peu artistique, ça pose plein de questions artistiques, c'est pas le débat maintenant, mais pour que vous compreniez le principe. Mais pour n'importe quelle entreprise qui a envie d'utiliser l'IA et qui aujourd'hui n'a pas 1 million de data à faire bouffer à l'algorithme, elle pourra prendre des foundational models et filer juste les data qui correspondent à son business, à son entreprise, à son use case, pour avoir un modèle qui est très performant sans avoir besoin de beaucoup de data ni besoin de beaucoup de puissance de calcul et d'entraînement. Il y aura eu un pré-entraînement qui sera fait dans des gros modèles fondamentaux. D'où le fait que ça soit vraiment une révolution pour moi de l'ampleur d'Internet. On est en train de créer fondamentalement la souche sur laquelle on va construire toute la prochaine génération numérique. Et moi, j'aime bien, du coup, là, c'est la dernière petite ouverture. Quelle heure il est? Est-ce que j'ai le temps de vous la faire? Ok. J'ai pas le temps? Je la fais quand même? Allez, je la fais en 5 minutes. Donc, mais je suis content, j'avais dit 20 heures, ok, j'ai tenu. Pardon? Super, peut-être que ça va finir pile à 20 heures. Donc, moi j'aime bien voir un scénario qui est celui de la création spontanée. On est en train de plus en plus, au niveau de la création, de rapprocher
le résultat créatif de l'intention créative. Avant, ils étaient séparés par le processus créatif. Et de plus en plus, on est en train de réduire le processus créatif puisqu'on l'automatise, on le rend, on le met dans la machine, on l'externalise. Donc, ça pose des questions en art où le processus créatif, et de façon générale en créativité, le processus permet d'élaborer la pensée et permet d'élaborer le résultat. Et c'est à travers le processus créatif qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Mais on a aussi la possibilité de rentrer dans un dialogue avec la machine où en fait, on va être dans une intention créative, on va la fournir à la machine, elle va nous produire un résultat, on va dire c'est pas exactement ce que je veux, je transforme un peu mon intention créative, je la redonne à la machine, elle me produit un nouveau résultat, c'est pas encore exactement ce que je veux même si c'est un peu mieux, etc. Et à être dans cette espèce de boucle de feedback continu que moi je commence à beaucoup exploiter, par exemple pour faire une BD où les images sont générées par l'algorithme et moi je génère le texte. Et donc je donne les intentions à l'algorithme à chaque fois avec du texte, je génère des images, ça modifie un peu ce que je veux, je lui redemande, ça modifie un peu l'image, etc. Et on rentre dans un dialogue. Donc, on va avoir de plus en plus d'outils qui vont rapprocher comme ça l'intention créative du résultat créatif. Le premier, c'est évidemment Midjourney. Donc, c'est avec celui-là que j'ai fait un certain nombre d'images qui étaient sur les slides. C'est du text to image. Donc, ça, c'est déjà suffisamment mature. Ça coûte rien de les utiliser aujourd'hui pour découvrir. Vous pouvez utiliser Midjourney gratuitement et si vous voulez avoir un peu plus de crédit et l'utiliser beaucoup, vous prenez un abonnement à 10 $ par mois, c'est raisonnable. Et donc, en 5-6 secondes, allez 10 secondes, on génère des images de qualité, haute qualité. Donc, text to image, c'est déjà mature et on a déjà, on va dire, réduit complètement le processus entre l'intention de créer une image numérique et le résultat. Alors, si on veut avoir plus de contrôle sur le résultat, on a des choses comme Invoke AI. Bon, là, c'est une vidéo, mais je ne vais pas avoir le temps de vous la montrer. Invoke AI, ça utilise le même principe, ça invoque des images, ça génère des images, mais vous pouvez après sélectionner, par exemple, là, on a des petits singes, je pourrais colorier les petits singes et faire changer un prompt ici et mettre, par exemple, je veux un rhinocéros, et pouf, ça me générerait un rhinocéros à la place. Et ça reconstituerait tout l'environnement pour que ça se matche bien avec l'image. Donc, on va avoir des logiciels graphiques qui vont complètement tuer ce qu'on connaît aujourd'hui de la suite Adobe, où on n'aura plus besoin d'avoir de compétences techniques pour faire de la création d'images, on aura juste besoin d'avoir de l'intention, de la direction artistique et pas de la technicité artistique. Et on pourra créer des images absolument hallucinantes, très belles, qui correspondront à n'importe quel contexte et surtout qui seront parfaitement contrôlées, où on pourra sélectionner des bouts d'images, faire clic droit, fais-moi une variation du nain qui est en bas à droite du château, sélectionne le château, mais moi plutôt une hutte mongole, etc. Pour avoir un contrôle beaucoup plus fin sur les images et pas générer des images en bloc comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est l'interface du text to image pour le pousser à un niveau vraiment professionnel. Après, vous avez, là, c'est pour les designers d'UX, UI, Galileo. Donc là, c'est du text to Figma, text to mockup. Donc en gros, là, je vous montre rapidement, parce que la vidéo est très rapide. Vous mettez ce que vous voulez, et pouf, ça réfléchit un peu, et ça vous génère des interfaces donc sur Figma qui sont complètement modifiables, qu'on peut traduire en code, qui sont des interfaces de design très abouties. Ça marche très très bien. Ça vous génère tous les images, etc. C'est nickel. Galileo, vous pouvez aller voir, là c'est une vraie révolution au niveau de l'UX et de l'UI. Ça en plus, derrière, on peut avoir une logique où on traduit ça directement en code et de plus en plus, si on veut faire une app, on aura juste besoin de demander le type de l'app, d'expliquer les fonctionnalités et notre ordi va créer l'app de toutes pièces. Il va même être capable de générer des éléments de cybersécurité. Alors, on n'y est pas encore pour l'instant, il faut être capable de comprendre précisément ce qu'on fait pour demander à la machine. Mais plus le temps va passer, plus il y a de chances qu'on réduise, même avec les éléments informatiques et techniques, la distance entre l'intention et la création. Et donc ça veut dire un modèle industriel très, 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 très différent. Et si on pousse à fond, en interface avec le vrai monde, on imagine une industrie où il y a plein d'imprimantes 3D qui ont plein de matières différentes, des algorithmes d'intelligence artificielle générative qui comprennent le langage naturel. On demande en langage naturel à notre interface qu'on veut, elle nous le génère, on le valide, ça l'envoie au système industriel qui le produit avec de l'impression 3D. Il n'y a plus besoin que tout soit, que toutes les formes soient les mêmes. On n'a plus besoin de moules, etc. On peut faire du sur-mesure de masse et ensuite on est livré par drone. C'est pour vous donner le scénario maximal.
Donc, on réduit même la distance à l'extrême entre l'intention et l'objet physique. On n'y est pas du tout. Là, ce qui change radicalement, c'est qu'on sort du monde numérique. Et les contraintes liées à l'impression 3D et à la livraison, elles existeront toujours. Et celles-ci, elles sont 1000 fois plus radicales et 1000 fois plus lentes à évoluer que tout ce que je vous ai montré avant. Mais on peut imaginer assez loin. Et donc, on peut imaginer qu'au lieu d'un Google qui est un moteur de recherche, on ait des moteurs de création. On tape ce qu'on veut et il y a des foundational models qui sont capables de générer à peu près n'importe quoi qui nous le génère. Et s'il y a un lien avec le monde physique, peut-être que dans un futur moyennement proche, on pourra même avoir la création qui sera faite directement. Donc là, on commence à vraiment être assez généraliste dans la capacité créative. Et si on va plus loin, si vous voulez, on se met des interfaces neuronales qui sont capables de comprendre notre intention à partir d'un influx neuronal. Il y a déjà des tests là-dedans. Hein. Il y a déjà un certain nombre d'algorithmes qui reconnaissent plus ou moins ce que vous voulez penser, qui sont capables de le traduire informatiquement et de vous générer quelque chose en face. Donc, on a déjà du neuron to image, par exemple. Il y a déjà des premiers tests là-dessus. Voilà. Pour l'instant, c'est au niveau de la recherche pure. Hein. Mais ça peut annoncer des choses. Modulo, on n'en parle pas du tout dans cette conférence, mais c'est un enjeu majeur et je vais beaucoup en parler dans les prochaines semaines sur mon LinkedIn. Modulo, évidemment, toute la question environnementale, que là, je ne traite pas, mais qui peut venir mettre, c'est évident, un frein, voire même un obstacle complet à toutes ces technologies qui, aujourd'hui en tout cas, sont encore relativement consommatrices. C'est pas les technologies les plus consommatrices. L'entraînement d'un réseau de neurones très gros et très puissant, c'est très consommateur, mais l'usage n'est pas forcément consommateur. Mais bon, on traitera peut-être ces questions la prochaine fois sur la deuxième conférence. Et en effet, sur mon LinkedIn, je suis en train de beaucoup plonger dans ce sujet-là, le lien à l'aspect écologique, donc je vais créer du contenu là-dessus. En tout cas, sans modulo cette question-là, on peut avoir vraiment une espèce de scénario d'avenir, de conception spontanée, de création spontanée, très abouti. Voilà, et alors j'ai fini pour l'aspect conf. Je sors un bouquin en mai sur les intelligences artificielles et la créativité, donc je pourrais vous tenir au courant. Ceux qui sont sur le Meetup seront de toute façon tenus au courant. Donc ça parlera entre autres de tout ça, mais ça ira aussi beaucoup plus loin, parce que cette révolution, c'est celle qui est devant nous. Mais il y a plein d'autres questions qui sont posées par l'intelligence artificielle autour de la créativité, qui dépendent pas des IA génératives, qui sont sur d'autres domaines de l'IA beaucoup moins connus, beaucoup moins industriels. Et donc j'en parle aussi beaucoup dans le bouquin, qui a aussi toute une dimension philosophique. Donc ça sera, il y aura un peu des éléments qui seront traités sur les modèles de langue, sur l'IA générative. Mais il y aura plein d'autres choses aussi dans ce bouquin. Il sort normalement en mai. Ça aussi, j'ai généré avec Midjourney. J'ai presque réussi à avoir le bon nombre de doigts, mais j'étais pas loin. Le grand problème des IA génératives de text-to-image actuellement, c'est d'arriver à faire des mains qui sont crédibles. Comme c'est statistique, la plupart du temps, l'algorithme a d'une certaine façon compris qu'une main, c'était pas mal de doigts, mais le pas mal, il l'a pas caractérisé exactement. Donc si on lui demande une main à 5 doigts, il y a des chances qu'il nous donne la main à 5 doigts, mais si on demande un personnage, il y a des chances qu'il nous mette 6 doigts, 7 doigts, 4 doigts, etc. C'est un problème connu. Hein. Vous verrez beaucoup de mèmes sur l'intelligence artificielle générative liés à la question des doigts, c'est pour ça. Mais là, ça va à peu près. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce livre, il sort en mai. Aux éditions Nullius in Verba, vous aurez des infos. Voilà, j'ai fini, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. On va passer à une petite partie questions-réponses avant de descendre. Donc oui, Alexandre. En gros, tu dis que l'IA va énormément aider à stimuler la créativité, à aider à mettre en image ce qu'on a envie de créer. Elle pourra le faire pour les personnes qui seront en mesure de construire une intention suffisamment claire et de parler à ces algorithmes. Stimuler la créativité, c'est une vraie question. Est-ce que ça va la stimuler ou la faire régresser? Je ne peux pas prédire l'avenir. J'ai tendance à croire que ça va la stimuler personnellement, mais c'est une conviction personnelle, c'est pas une vérité. Mais en fait, la question elle tend surtout à la place de l'erreur dans l'art. Et l'erreur dans l'art, elle est assez importante parce que souvent. Ça tombe bien, ces algorithmes font plein d'erreurs. Pour l'instant, mais en fait, ils tendent à aller dans la perfection et à aller le plus proche possible de la demande. Et du coup, en fait, on perd l'aspect de l'erreur dans la fin. Je sais pas si c'est clair. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense que, en fait, bon, ça demanderait d'être. C'est une vraie question qui est profonde et qui demanderait une analyse précise, etc. Qu'est-ce qu'on appelle l'erreur dans l'art, etc. Pour répondre juste avec quelques éléments, c'est des systèmes qui resteront statistiques, donc qui garderont une part d'aléatoire. Pas forcément d'erreur, mais d'aléatoire. C'est difficile de caractériser l'erreur en art. Par contre, l'aléatoire, oui, il est très présent.
la sérendipité, etc. Donc ça, je pense que ces algorithmes vont pas du tout supprimer la sérendipité ni ce qu'on va nous mettre comme intention pour faire cracher à ces algorithmes des créations. L'artiste de tout temps a utilisé, subverti les outils qui étaient à sa disposition pour trouver des nouvelles voies créatives avec ces outils. Je pense pas que ça sera différent. Les artistes, la plupart des artistes qui ont vraiment une dimension artistique, pas une technicité artistique. Je parle pas des artistes 3D par exemple qui ont pas qui ont pas tous forcément un travail vraiment artistique au sens pur. C'est moche de le dire comme ça, mais qui créent de l'art pour des jeux vidéo, pour de l'animation 3D, de l'art industriel si tu veux. Pour les artistes qui ont une démarche purement artistique, je me fais pas de grands soucis et la plupart pour l'instant s'amusent beaucoup avec ça. Il y en a qui sont très mécontents parce que ces algorithmes permettent de pomper leur style et ça c'est très normal qu'ils soient mécontents et ça fait partie des questions qui sont en train d'être traitées au niveau de la loi parce que pouvoir mettre dans le style de et mettre son artiste numérique favori parce que l'algorithme a appris sur ses tableaux et avoir quelque chose qui ressemble, c'est pas très normal en termes de propriété intellectuelle. Ça va si c'est un artiste mort depuis 150 ans, mais voilà. Donc ça c'est des vraies questions. Par contre, le fait que ça empêche l'artiste d'exprimer sa créativité, je crois pas du tout, c'est un amplificateur de plus. Par contre, c'est clair que pour les artistes 3D, etc., là, il y a un vrai souci, ceux qui n'auront pas on va dire une capacité à passer sur des logiques de direction artistique, d'intention créative, de stratégie créative, ceux qui sont des purs exécutants de la création artistique industrielle, ils auront beaucoup de soucis à se faire. Pour ce genre d'enjeu, ces algorithmes vont être parfaits. C'est-à-dire que pour de la création industrielle un peu aseptisée, où on veut plus ou moins quelque chose de bien déterminé, ces algorithmes vont le faire très bien. Dès qu'on est dans une dimension de créativité plus floue, comme on peut l'avoir dans l'art, où en effet, il n'y a pas un critère qui nous permet de dire ça, c'est parfait, ça l'est pas, ces algorithmes pourront pas savoir eux non plus ce qu'est la perfection et vont participer avec nous à construire des nouvelles créations qui seront ou non considérées comme de l'art selon les points de vue, les usages, etc. Donc pour l'art, je me fais pas de soucis. Pour les artistes de l'art industriel, là, il y a un vrai enjeu social. On verra comment il est traité. C'est ce qu'on appelle l'innovation gap, hein, quand des innovations technologiques viennent créer un fossé dans l'emploi. Ça va en créer un, pas que pour les artistes 3D, mais là, on le sent, ils sont directement visés aujourd'hui. Pour plein de métiers liés à l'art, ça va créer un innovation gap important. Moi, j'ai dans mon entourage une personne qui est non-voyante. Et apparemment, on commence à avoir des systèmes qui intègrent de l'intelligence artificielle. Du coup, là, c'est presque une question que je pose à vous deux, de ce que j'ai compris. C'est est-ce que l'IA, avec tous les capteurs qu'on peut remplacer un œil et aller directement apporter l'information au cerveau dans tout ce que tu... Je dirais que oui, mais je vais laisser Rémi répondre. D'ailleurs, si tu veux me rejoindre, Rémi, pour les questions-réponses, ça peut être pertinent. Hein. Surtout sur la recherche liée à ce genre de choses, je pense que Rémi a plus de billes. Oui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de boîtes qui sont sur le sujet de l'handicap avec l'IA parce que ça peut permettre de faire des choses comme ça. Les applications les plus directes qui existent, c'est typiquement il y a une boîte qui s'appelle Biped.ai qui fait une sorte de canne avec une caméra et qui fait une audio description live de ce qu'elle voit. Mais en oreillette. Et en fait, exactement. Donc la partie connexion neurale, pas convaincu. Du moins, c'est un peu plus long terme. C'était dit dans l'idée de dire qu'aujourd'hui, de ce que je compris, il n'y a même plus de texte ou image, il y a neurone to image. Alors, ça, voilà, c'est vraiment tout petit au niveau recherche. On est mais très, 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 très loin d'avoir quelque chose de fonctionnel. C'est très difficile de traduire un influx neuronal en quelque chose de clair comme le langage. C'est très, très, très difficile. Du coup, c'est ça, je me demandais dans l'autre sens, c'est-à-dire si on part du fait que... Ouais, tu as une start-up à Lyon qui fait ça plus pour l'hémiplégie et les paraplégies et qui, elle, en effet, fait des choses plus invasives où on va capter l'influx nerveux directement et avec de l'IA, le transcrire dans une commande motrice. Et donc, pour redonner un peu plus de marche, on a quelqu'un ici qui fait partie des testeurs de ce genre de technologie. Donc, ça, oui. Pour l'œil, je connais moins. Question par rapport au droit à l'image. Ouais. Dans le sens de Daniel Craig. Ouais. Généralement, un personnage, personne un peu devant, quelque chose comme ça, avec un pistolet. Une image qui est générée par l'IA. Ça ressemble beaucoup à Daniel Craig. Ouais. Tu prends cette image générée par l'IA. Tu fais une publicitaire mondiale sur un parfum. Je pense que rapidement, ouais, et puis il y a déjà eu des cas. Hein. Donc là aussi, on est en plein dans la légifération. On est dans un. Avant, on n'était pas capable de faire ça, donc il n'y avait pas de loi liée à ça.
si on avait une image de Daniel Craig, c'était qu'on avait pris une image de Daniel Craig, ou qu'on l'avait dessinée à la limite, mais si on l'a dessinée, ça se voit qu'on l'a dessinée, et donc c'est une œuvre d'art, ok. Là, comme ça a été entraîné sur des images de Daniel Craig pour produire du proche de Daniel Craig, la grande question, c'est est-ce que ça va tomber dans ce qu'on appelle le fair use? Ça veut dire que c'est suffisamment différent dans l'usage qu'on en fait, c'est suffisamment pas trompeur pour qu'on pense pas que c'est une vraie photo de Daniel Craig pour être utilisé. Si c'est pour faire de la pub, il y a de grandes chances que on soit pas dans le fair use et que on souhaite utiliser l'image de Daniel Craig pour vendre nos produits, donc on fasse semblant de dire que c'est un vrai Daniel Craig et donc ce soit pas du fair use. Donc on est dans la légifération à ce niveau-là et il y a de grandes chances qu'on puisse pas utiliser une image qui ressemble beaucoup à Daniel Craig qui a été générée pour vendre des produits en faisant croire que c'est Daniel Craig. Peut-être qu'on va avoir légalement des façons de dire que on va utiliser les maths pour dire qu'une image est trop proche mathématiquement, son embedding est trop proche mathématiquement de l'embedding de Daniel Craig pour que ça puisse être considéré comme du non Daniel Craig. C'est pas impossible que l'embedding devienne un sujet de droit comme ça. Et on a déjà ça dans la partie, enfin, à l'INPI par exemple en France, pour la partie image, aujourd'hui c'est des humains qui font ça, qui disent non, ce logo est trop proche de ce logo-là et j'accepte ou pas. Et c'est compliqué parce qu'effectivement avec l'IA, ce cas va se multiplier avec les... Mais en fait, on a déjà cette problématique à petite échelle sans IA en fait. Dire qu'est-ce qu'on appelle ressemblance ou pas. Et même non, l'activité intellectuelle, à partir d'où il y a une dimension d'inspiration. Après, c'est des avocats. Surtout avec les livres, il y a des choses, on sait très bien qu'elles ont été trompées. Et je veux dire, les avocats, oui, non, mais en fait, parce que si on remonte, on va dire, bah oui, mais même de la musique, bah non, mais ça, c'est un rythme très connu. Il y a des temps, ok, on a pompé ce truc-là, mais en fait, eux-mêmes, ils s'étaient inspirés de l'histoire de la musique, finalement, ça appartient à qui? La question du fair use en droit, fair use en 2 mots, hein, c'est exactement celle de tirer la limite entre le dérivatif et la copie. Le dérivatif, tout artiste dérive. Il n'y a aucun artiste qui crée quelque chose de complètement neuf. Il s'inspire. Donc, tu l'as bien dit, c'est le mot inspiration qui va bien. La question de l'inspiration, elle est complètement normale et qu'on fasse quelque chose où on utilise des traits d'autres artistes, etc., c'est normal. Et toute la question en droit du fair use, c'est d'arriver à tirer un trait suffisamment clair entre ce qui est de l'inspiration et ce qui est de la copie, ce qui est de la dérivation et de la copie. Donc, c'est déjà un sujet de droit dans la propriété intellectuelle, mais en ce moment, le gros procès qui est intenté envers Stability.ai, qui est la boîte derrière Stable Diffusion, ce gros procès-là est un procès lié au fair use. On s'attend à ce que Stability, je ne crois pas qu'il l'ait déjà fait, mais peut-être que c'est le cas. La dernière fois que je m'étais renseigné, c'était il y a 10 jours. Comme ils ont été attaqués, il y a de grandes chances qu'ils utilisent la notion de fair use pour dire que les images qui sont produites sont OK, mais il y a de grandes chances que le législateur dise certes, c'est du fair use dans certains cas, mais il y a des limites. Donc, les prompts qu'on va donner, ça ne pourra pas être n'importe quoi. On ne pourra pas demander dans le style de gna gna gna, etc. Et donc, ça va poser un certain nombre de contraintes. Juste le dernier acteur, ça va être très très compliqué d'arriver, voilà. Parce qu'on peut toujours par le langage faire. Il y a eu un cas comme ça sur Midjourney. Ils avaient empêché qu'on puisse générer des images à caractère sexuel, même pas pornographique, hein, sexuel, parce que on va dire que c'est bien-pensance des entreprises, on peut comprendre. Et il y a un artiste, Olivier Aubert, un artiste français, qui s'est amusé à essayer de détourner. Donc, il n'utilisait aucun mot à connotation sexuelle parce qu'ils étaient bannis directement, ces mots-là, et les utilisateurs qui les mettaient étaient bannis aussi. Et il mettait quelque chose comme l'œuvre d'art la plus interdite de tous les temps. Produis-moi l'œuvre d'art la plus rentable de tous les temps. Des choses comme ça, et il faisait quelques triturages, et il est arrivé à générer des choses ultra sexuelles. Et donc, il s'est fait bannir quand même, mais ça montre que on peut, dans les circonvolutions dimensionnelles de ces algorithmes, retrouver le sens par d'autres voies, ce qui est logique. Ça s'appelle la paraphrase entre humains. Si je dis la plus grosse, t'as pensé à quelque chose de sexuel, j'ai rien dit de sexuel. Ouais, c'est la question de la médie. Merci pour la présentation d'ailleurs, très intéressant, très bien amené, très vulgarisé. Alors j'ai une remarque et une question. La question c'est plutôt sur l'épistémologie, parce qu'en fait, comme ça a été présenté, le choix qui a été fait de parler d'informatique, d'intelligence artificielle et de machine learning, on avait tout de suite sur l'IA connexioniste, et l'IA symbolique, elle est un peu mise de côté. Alors ouais. Et l'IA inactive encore plus. Et du coup, la question que j'ai en lien avec l'épistémologie, c'est que
qui a été posée tout à l'heure sur la valeur de vérité, de connaissance. En épistémologie, ce qui est présenté et ce qu'on a beaucoup dans le machine learning, c'est l'école de l'empirique. Qu'est-ce que tu penses de comment l'IA symbolique va se corréler, ou va se développer, notamment sur le fait de vérifier les chaînes qu'on va avoir en chaîne de pensée de ces IA collectionnistes, Amazon, etc. L'IA symbolique, c'est du travail d'orfèvre. On travaille sur les on travaille sur les instruments. Du coup, cette connexion d'IA symbolique et d'IA collectionniste, ça va avoir une grande valeur, et quelqu'un de l'IA symbolique vient de la valeur de vérité de chacun. Complètement. Donc, c'est avec des mots plus précis et techniques la question, en effet, de la valeur de vérité. L'approche connexionniste est une approche statistique, mathématiquement, et une approche d'optimisateur. Donc, un optimisateur, ça trouve un des maxima ou des minima locaux, mais pas forcément le maxima ou minima global. Donc, ça apporte des fois un résultat qui n'est pas forcément le plus vrai, etc. T'es dans quelque chose de complètement continu, donc tu peux pas vraiment faire appel à une valeur de vérité pure. Toute la démarche de la philosophie analytique, ça a été, qui a donné naissance à l'informatique, hein, ça a été de construire une ontologie qui permette d'avoir des valeurs de vérité pures. On sait aujourd'hui que c'est pas possible, hein, c'est le théorème de Gödel, des choses comme ça. Mais désolé pour le débat d'experts, mais il m'a posé des questions dans les termes d'experts, donc. Même en intelligence artificielle symbolique, la valeur de vérité, ça reste quelque chose qui n'est pas absolu, mais qui est beaucoup plus précis et qu'on peut mieux maîtriser. Donc, c'est de ce côté-là que se positionne quand même plus l'aspect vérité. Le grand enjeu, c'est d'interfacer les deux, mais c'est tellement des approches qui, mathématiquement, informatiquement, philosophiquement, ontologiquement, sont différentes que pour l'instant, on en est au tout début et on ne sait pas faire. On ne sait pas comment, dans un grand modèle de langue, intégrer vraiment des chaînes de raisonnement fermes. On commence doucement à faire de la recherche là-dessus, et la question des chain of thought, si tu regardes COT, chain of thought, le mot sur Google Ngram est en train de monter en flèche, parce que maintenant qu'on a des modèles statistiques aboutis, on se rend compte que leur défaut principal, c'est celui de la vérité et de la vérification de ce qui est dit. Donc, c'est un des sujets principaux pour que les grands modèles de langue puissent aboutir à quelque chose de raisonnable pour la société. Donc oui, c'est vraiment, c'est au cœur de la recherche moderne, interfacer ces deux aspects-là, et bien sûr, si tu veux après mettre de la robotique, interfacer la troisième approche cognitive, qui est l'énaction. Je ne sais pas si tu connais un peu, mais voilà, qui est pour moi la plus passionnante. Mais pareil, c'est des choses, pour l'instant dans la recherche, c'est l'IA développementale, c'est 0,3% ou 0,03% de la recherche mondiale. Donc moi, je la trouve absolument passionnante, c'est celle qui peut nous amener vers ce qu'on appelle l'IA générale, vraiment, mais industriellement, ça sert à rien, donc il n'y a pas de sous et il y a très peu de recherche. Et la recherche, elle est sur les modèles statistiques, et maintenant qu'ils sont mis en défaut par la question de la vérité, l'IA symbolique remonte en force là où elle avait beaucoup baissé devant l'IA statistique. Ma petite remarque, c'est marrant du coup tu cites Gödel, parce que du coup Gödel a fait des démonstrations ontologiques. Ça c'est intéressant, en tout cas c'est le côté académique. La remarque du coup c'est sur cet aspect de mathématiques. En fait, est-ce que le mathématicien est un découvreur ou est-ce que le mathématicien est un créateur? J'adore cette question, mais j'y répondrai pas maintenant. On en parle autour d'une bière après, ok? Surtout que là, on est quand même on est dans l'ordre de la philosophie, et il y a un certain nombre de raisonnements qu'on peut mettre là-dessus. Mais pour moi, la question en elle-même n'est pas une question qui peut apporter une vérité, mais qui peut apporter des convictions. C'est pas une question bien définie. Donc, c'est vraiment très complexe. Mais peut-être que tu auras aussi plein d'éléments, si tu me la poses, à m'apporter. Donc, avec plaisir pour en discuter. Ahmed, je pense que ça aura une autre teneur, ta question. Ma question, c'était plus peut-être avec ton point de vue éthique sur l'IA par rapport à demain et aux choses qu'on pourra faire grâce à l'arrivée des ordinateurs quantiques, sur les possibilités qu'il y a. Aujourd'hui, l'IA est limitée par le déploiement par rapport au potentiel des ordinateurs. Demain, avec le quantique, elle va pouvoir prendre une échelle tout autre, ce qui va mettre en grand danger forcément beaucoup de jobs. Et c'est la sécurité. Comment on prend en tout cas. Alors, je fais une petite réponse sur l'éthique, et puis peut-être que je vais dire un mot sur la quantique, mais peut-être que Rémi pourra répondre sur des éléments quantiques de façon un peu plus précise. Oui, bien sûr, hein, c'est un sujet fondamental. Alors, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça fait tellement peur que c'est un des domaines de la recherche où
l'avancée de l'éthique est la plus impressionnante ces dernières années par rapport à l'avancement technologique. Jusqu'à il y a 4-5 ans, 80% de la recherche en IA, c'était de la perf et on avait 20% d'éthique, qui était déjà pas mal. Depuis 4-5 ans, l'éthique et la recherche en éthique, donc tout ce qu'on appelle par exemple l'explainable AI, que l'IA soit capable d'expliquer les raisonnements qu'elle a eus pour donner un résultat, la question de l'alignement, donc l'alignement entre les valeurs humaines et ce que l'IA va produire comme résultat, ces questions-là sont de plus en plus traitées et c'est presque 60% de la recherche aujourd'hui. Et c'est génial. Et ça pose plein de questions humaines sur la société et tout, c'est trop bien, c'est un sujet, enfin vraiment, là tu peux t'éclater sur l'éthique de l'IA, c'est trop bien. La question de l'ordinateur quantique, alors déjà pour l'instant il y a des verrous scientifiques, on ne les a pas levés, donc on ne sait pas du tout quand ça va arriver, ça peut être dans 3 ans, ça peut être dans 30 ans. Si ça arrive, et si ça arrive, certes ça va accélérer drastiquement certains des bouts d'algorithmes d'IA, pas tout, hein, ça ne traite de façon très efficace que certains types d'algorithmes très spécifiques, plus ou moins, ça traite plutôt bien la parallélisation, des choses comme ça, donc évidemment avec l'IA ça a des atomes crochus, donc ça devrait accélérer drastiquement, mais pour l'instant il n'y a pas énormément, je crois, de sujets éthiques liés à ça, parce qu'on a déjà beaucoup à faire sur l'éthique avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux ajouter des choses sur la quantique, peut-être que tu connais un peu plus. Alors, je vais faire une réponse non tech du coup. En fait, on peut se poser la question d'effectivement, à un moment, l'IA va faire, enfin, on va parler de job et de social, va faire que tellement de gens sont sans job que ça va poser la question de la stabilité du système. Et donc, en fait, il y a une excellence de pensée qui dit qu'on peut imaginer que le jour où ça arrive, les boîtes qui vont le faire vont se restreindre dans le fait de le faire parce que pour qu'une boîte prospère, il faut qu'elle fasse de la thune, et pour faire de la thune, il faut qu'un système soit stable. Je résume en résumé. En fait, on peut aller plus loin dans ce truc de pensée, c'est qu'on est déjà dans ce cas-là. Si on parle de robotique, la voiture autonome, c'est un problème, mais par contre, on sait très bien la faire sur autoroute. Okay, c'est un résultat depuis 10 ans à peu près, faire rouler des choses sur autoroute, ça marche. Les truckers aux États-Unis, donc c'est ceux qui conduisent des camions, essentiellement sur les autoroutes, ça crée des jobs pour à peu près 10 millions de personnes. Okay, donc que ce soit les chauffeurs, que ce soit les mecs dans les stations-service, que ce soit tout ça, quoi. Donc en fait, si on étudie un peu ce mouvement-là, on se rend déjà compte qu'il y a une autocensure des boîtes sur les systèmes d'IA en place, parce que si ils avaient suivi uniquement le profit court terme, ils auraient équipé tous les camions de système IA, et en fait, ça aurait fait 10 millions de chômeurs, et je ne sais pas à quoi ressembleraient les États-Unis avec 10 millions de chômeurs en plus. Mais en fait, il y a l'expérience de pensée qu'on peut imaginer avec le quantique à vraiment plus long terme, mais en fait, on peut déjà creuser, c'est même plus des signaux faibles à ce niveau-là, des choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, où on est déjà un peu dans cet état un peu étrange on a la technologie pour faire des choses, mais des gens qui pourtant sont très vénaux, se retiennent de faire pour des questions d'impact sur la société. C'est même plus profitable pour eux de ne pas le faire que de le faire, parce que ça mettrait en danger le système dans lequel ils prospèrent. Pas beaucoup de boîtes font du profit en Gassi. L'absence aujourd'hui de personnes opérationnelles dans ce secteur. À moyen terme, par contre, que la question de, non pas la fin du travail, mais la fin de l'emploi converge avec un certain nombre de révolutions technologiques, c'est pas impossible, c'est des vraies questions sociales. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des modèles qui permettent de sortir des lignes de code. Clairement, une startup qui vise l'hypercroissance avec des investisseurs, il y a... Ah bah, elle est contente de réduire sa masse salariale, ouais. Donc, Si ça a un impact, on a aussi des investisseurs qui sont sur la rentabilité maximum. On voit bien avec l'outsourcing où aujourd'hui on va aller chercher des boîtes déjà à l'extérieur pour avoir 2-3 développeurs pour qu'il y ait un développeur en France. Pourquoi demain on se passe comme boîte demain par rapport à ça, ce qui fait d'aller chercher stopper les développeurs et passer par des modèles bien développeurs. ouais, d'ailleurs, le métier de développeur est très à risque et c'est assez délirant parce qu'il y a encore 5 ans, on disait à tout le monde que si on voulait se réorienter, il fallait devenir développeur, c'était un métier d'avenir. Donc, les bootcamps, voilà, un développeur très spécialisé ou un développeur en IA ou quelqu'un qui est très bien capable de utiliser les IA pour pondre du code de façon beaucoup plus rapide, etc. Je me fais pas de soucis. Ceux, en effet, qui ont fait tous les bootcamps en 6 mois, du wagon, etc., qui sont des très bons bootcamps en général pour apprendre à coder une app, eux, ils ont vraiment du souci à se faire parce qu'une IA code déjà mieux qu'eux, quoi. Donc, en effet, c'est des vrais... Enfin, là aussi, pour les devs, il y a des enjeux sociaux. Et pour les startups, c'est évident qu'on est devant une bulle, comme la bulle d'Internet, qui va voir, en ce moment, tu vas dans la Silicon Valley, tu dis IA génératif, pouf, tu as des millions qui apparaissent. C'est IA tout dollar. On génère du dollar. Donc, c'est comme la révolution NFT en 2021, etc. Enfin, c'est les bulles. Donc là, on va être dans une bulle où il va y avoir de tout et n'importe quoi,
vont utiliser ça pour créer des produits, pour abaisser leur masse salariale, améliorer leur process, etc. Et en effet, je pense que Rémi a très raison. Il y a des effets systémiques dans une société qui empêchent les espèces de courbes exponentielles que les conférenciers adorent vendre, comme si elles allaient, comme si tout allait changer en 2 ans. C'est rare en fait. Entre humains, on change doucement. Une société change doucement. Elle a plein de mécanismes de régulation qui font qu'elle n'explose pas en vol. Donc, il y a de grandes chances que ces mécanismes-là continuent à exister et que ça ralentisse la révolution qui pourrait aller beaucoup plus vite au niveau technologique, comme les voitures autonomes pourraient déjà être sur le marché dans plein de domaines et qu'elles ne le sont pas sûrement à raison. Parce que le système humain avance plus doucement que le système technologique. Et déjà, plus on avance, plus le système technologique force le système humain à bouger vite et plus on a du mal. Hein. Quand je parle de tout ça, des fois j'en parle à des gens qui galèrent déjà avec la révolution d'Internet. Et il y en a plein qui n'ont pas encore encaissé, et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas encore encaissé la transformation digitale. C'est un enjeu. Et là, ils voient arriver une révolution de l'IA qui est censée aller encore plus vite et être encore plus disruptive que la transformation digitale. Donc, la transformation humaine est beaucoup plus lente que la transformation technologique et elle impose aussi son rythme à la technologie. Les deux on va dire, se corrèlent. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a envie de révolutionner un peu les métiers, un métier dans Tu veux virer tous tes collaborateurs? Non, rien. Blague. Blague de mauvais augure en plus. Pardon Aurélie. Aujourd'hui, pour une entreprise qui a envie de révolutionner un métier avec un outil d'intelligence artificielle, du coup, est-ce que c'est plus de trouver l'outil déjà existant sur le métier et de former ses employés à l'utiliser, ou c'est d'intégrer la création de cette IA avec d'autres compétences En fait, tout dépend. Si tu veux transformer les process de ton entreprise, gagner en productivité, en créativité, etc., là, tu peux aller identifier des outils qui existent, des sites entiers qui référencent tous ces nouveaux outils qui apparaissent. Tous les jours, il y en a des nouveaux. Donc, tu peux aller chercher là-dedans, trouver ceux qui te conviennent, qui permettent d'améliorer tes process, te poser la question, est-ce que ça me sert vraiment? Et si oui, former tes collaborateurs pour que ça soit mis en œuvre. Ça, c'est pour l'interne. Si tu veux transformer tes produits, transformer ta chaîne industrielle, transformer ton marché, il y a de grandes chances qu'il faille que tu utilises des modèles plus généralistes et que tu les raffines avec des données à toi et que tu aies une approche beaucoup plus métier pour concevoir des algorithmes qui, par exemple, je ne sais pas si tu es un labo pharmaceutique qui font du drug discovery, donc qui génèrent des nouvelles formules de médicaments ou qui génèrent du repliement de protéines, comme le fait AlphaFold, mais que tu prennes des modèles assez généralistes et que tu les raffines dans le sens de l'usage qui correspond à ton industrie. Et c'est cette façon de le raffiner où tu pourras te différencier et faire... ceux qui raffineront de la bonne façon auront des avantages concurrentiels. Mais le raffinement en lui-même va beaucoup moins coûter qu'avant parce que tu as besoin de beaucoup moins de données. C'est plus prendre la bonne orientation. Et ça reste en fait pas une question techno, ça reste une question stratégique pour une entreprise. Stratégique et de compréhension de son marché, de compréhension de ses utilisateurs, ses clients, etc., de là où il faut aller pour faire les bons produits de demain. Et après, la tech, en tout cas, tous ces outils, enfin, toutes ces IA-là sont des outils, il faut les utiliser dans le bon sens. Mais ça reste des questions stratégiques. Et là, tu peux poser la question à ChatGPT sur comment utiliser au mieux, il pourra te donner des réponses, mais je suis pas sûr qu'elles suffisent à transformer le monde au niveau de ta boîte. Donc voilà, c'est un peu, t'as l'approche interne, là oui, utilise des outils existants, réinvente pas la poudre, et puis tu as l'approche externe où c'est en inventant une partie de la poudre que tu différencies et que tu peux performer. Et, voilà. Et la plupart des startups de cette nouvelle bulle sont des startups qui veulent utiliser les foundational models ou au moins des grands modèles de langue, etc., pour aller développer des produits beaucoup plus simplement. Et c'est là qu'il y a un effet bulle dramatique, c'est qu'en fait, on va avoir plein de startups qui créent zéro valeur. Elles font des choses très simples que dans 3 ans, le moindre pecno derrière son ordi pourra faire en langage naturel. Donc, on va avoir une bulle où on va avoir plein d'usages qui auront l'air un peu disruptifs quand ils vont arriver et qui en fait seront basés sur très peu de données, très peu d'intelligence, et donc qui en fait auront très peu de valeurs différentielles, très peu de barrières à l'entrée pour que d'autres arrivants arrivent. Pourtant, on va les financer à fond, et 4 ans après, on va se rendre compte qu'elles n'ont pas de valeur, et donc effondrement d'une bulle. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on ait une bulle, comme on a eu une bulle NFT, comme on a eu une bulle Internet, liée à l'IA. Il y a un potentiel de fausse création de valeur très très fort pendant les prochaines années, qui va être financé, parce que c'est la hype. Et parce qu'on est des humains, qu'on adore les hypes. Ça,
je lis pas l'avenir, mais honnêtement, il y a très très peu de chances que là-dessus je me gourre. Vous pouvez aller voir aussi Gartner, ils analysent ça très très bien, et c'est la courbe de Gartner, tout ça. On est en plein dedans, et pour l'instant, tout se vérifie. Enfin, comme la plupart des révolutions technologiques qui commoditisent certains domaines, on a cet effet bulle, on dévalue un type de valeur. Et au début, les investisseurs investissent quand même dedans parce que ça a l'air génial. Et au bout de quelques années, on s'en rend compte, donc la bulle explose. Et voilà, c'est classique en technologie. Ah, par contre, oui, si tu veux, bah, j'avais un copain qui était venu parler il y a 2 ans parce qu'il a monté une boîte dans les NFT. Il a monté une boîte dans les NFT, honnêtement, maintenant il assume de le dire, sur du vent. Ce qu'il avait, il n'y avait pas de produit, il avait juste NFT dans son business plan. Et donc, il a récupéré de l'argent auprès d'investisseurs, il a fait beaucoup de mintage de NFT, il a récolté beaucoup d'argent auprès d'une large communauté. Ils ont fait 10-12 millions sur du vent. Et ils ont eu plein d'autres boîtes autour d'eux qui sont mortes après avoir fait 10-12 millions quand ça s'est craché et ils ont tout perdu. Eux, ils ont réussi à se restructurer, ils sont en train de pivoter pour produire, du coup, maintenant, avec cet argent qu'ils ont, un vrai produit. Et ils ont profité de la bulle pour récolter plein de cash free lunch. Et maintenant, ils commencent à se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de ce cash? Et on va réorienter pour faire un vrai produit. Et eux, ils sont sérieux, donc ils sont en train de faire un produit qui a énormément de gueule et qui a de la valeur, qui a des barrières à l'entrée, qui a, enfin voilà. Non, non, là, non, mais en fait, tu peux. Soit maintenant, il repartait dans l'IA générative, non, il reste dans la question NFT blockchain, mais sur c'est la courbe de Gartner. Une fois que tu as eu le pic de la hype, le trou de la désillusion, tu as le plateau de la maturité et de la productivité. Donc à ce moment-là, tu as séparé le bon grain de livret et le marché commence à savoir ce qui a vraiment de la valeur, ce qui n'en a pas. Donc même au niveau de leurs investisseurs, etc., maintenant, ils conceptualisent là où il y a de la valeur. Et comme eux, ils sont positionnés depuis 2 ans au cœur de cet écosystème, ils ont pu identifier ce qui fait de la valeur aujourd'hui dans cet écosystème, la vraie valeur. Et ils sont positionnés dessus, et ils sont en train de concevoir un produit qui a intrinsèquement de la vraie valeur que n'importe qui peut pas faire en inventant un business model et en mettant les bons mots-clés. Avec des partenariats, avec des brevets, avec des choses qui sont un peu plus solides que juste l'intention, l'idée et la hype. Mais ils ont profité de ce free lunch de cash et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, c'est un copain, je suis son aventure, je suis content qu'il soit pas effondré et que il n'ait pas tout perdu. C'est bien. Et leurs produits qu'ils sont en train de faire est vraiment canon. Donc. On descend boire un coup? Allez.